Salut à tous et bienvenue dans le talk de France Info. Vous êtes déjà un petit nombre à être avec nous. Alors qui est là? Salut Bielsa, salut Volka, salut Den, salut Julot, salut Bandini. Alors, si vous n'étiez pas là hier, vous ne me connaissez pas, je remplace Ludo pendant ses vacances. Je m'appelle Jeanne et on va passer donc 2 heures ensemble. On va parler jusqu'à 18 h de la transmission, pas n'importe laquelle, puisque cette semaine, c'était les 80 ans de la libération d'Auschwitz-Birkenau, le camp de concentration et d'extermination. Donc la transmission dont on va parler, c'est celle de la mémoire de la Shoah, le génocide des Juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il reste peu de survivants. Leur parole est précieuse, il faut les écouter, parce qu'une fois qu'ils ne seront plus là, nous en serons nous-mêmes les témoins. Et c'est justement ça l'objet de notre premier débat, comment transmettre cette parole, comment ne pas oublier leur témoignage. Et puis à partir de 18 h, c'est toute autre chose qui va nous occuper. On va parler de la natalité avec les tout derniers chiffres de l'INSEE en 2024. Une nouvelle baisse des naissances a été enregistrée. 663 000 bébés sont nés. C'est le plus bas chiffre depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, comment l'expliquer? Qu'est-ce que c'est de vouloir être parent en 2025? On en parle dans 1 heure. En attendant, on accueille nos premiers invités. Bonjour Jacques Fredge. Bonjour. Vous êtes le directeur du mémorial de la Shoah. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Victor Matet. Bonjour Victor, Bonjour. journaliste à France Info Mais oui. et co-auteur de la bande dessinée Adieu Birkenau chez Albin Michel sur la vie de Ginette Kolinka, rescapée d'Auschwitz. Et bonjour Dominique Trinvure. Bonjour. Vous êtes historien chargé de mission pour la Fondation Mémoire de la Shoah. C'est bien ça? Je me trompe pas? Fondation pour la mémoire C'est de la la Shoah. Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et ça, Merci. ça entre en résonance avec la transmission, et on en reparlera. Merci en tout cas à vous trois d'être avec nous. Je vais commencer par vous. Dominique, qu'est-ce qui s'est passé le 27 janvier 1945? C'est bien l'armée rouge qui intervient, parce qu'il paraît que certains veulent dire que non, c'est peut-être pas elle, etc. Donc c'est l'armée rouge qui... Alors, est-ce qu'elle libère, elle ouvre, elle découvre, elle arrive là, et effectivement, elle se rend compte que dans cet endroit, avec cette fameuse rampe dont la photographie est reprise à tant de reprises dans les médias, dans les films, dans les documentaires, etc. Et voilà, elle se rend compte de ce qu'il y a quelque chose d'assez incroyable qui est installé dans la Haute-Silésie et qui est un camp, tout un complexe, et c'est pour ça qu'effectivement c'est difficile de parler précisément de la nature de ce site, mais effectivement donc un énorme complexe qui a été en partie détruit, en tout cas les chambres à gaz et les crématoires, qui a été en grande partie évacué aussi. Les personnes qui étaient encore vivantes, qui étaient encore plus ou moins valides, avaient été évacuées dans ce qu'on a appelé plus tard les marches de la mort. Et pourtant, sur place, restent ceux qui n'avaient pas pu suivre ces marches de la mort. Et donc, quelques milliers de personnes qui sont découvertes par l'armée rouge à ce moment-là et qui vont être prises en charge à partir de cela, puisque effectivement pour une bonne partie ce sont des gens qui sont proches d'être des morts vivants et dont il faut s'occuper, qu'il faut prendre en charge. Un certain nombre décéderont dans les jours qui suivent, et voilà, et c'est à partir de ce moment-là effectivement qu'on va commencer. Il y avait déjà d'autres camps qui avaient été pour le coup libérés plutôt, tandis que là c'est pas complètement une découverte fortuite, mais enfin disons qu'on insiste quand même beaucoup sur cette découverte, et donc effectivement on va se rendre compte progressivement, très progressivement, ça mettra des années, ça mettra des décennies, de l'ampleur de la Shoah, avec Auschwitz-Birkenau qui devient l'icône, qui devient vraiment l'incarnation de ce programme exterminateur, et qui va, et notamment en France, ça a un nom, une association de noms, Auschwitz et Birkenau, qui va devenir pour nous cette incarnation de l'extermination, puisque de façon tout à fait concrète, la très grande majorité des Juifs de France qui ont été déportés à partir de notre territoire ont été conduits à Auschwitz-Birkenau et ont été exterminés sur place. Voilà, donc c'est ce qui se passe le 27 janvier. J'aimerais bien qu'on écoute justement une parole de rescapée, celle de Ginette Kolinka, que vous connaissez bien, Victor. Vous l'avez interrogée la semaine dernière avec son fils et son petit-fils. Elle va célébrer d'ailleurs ses 100 ans dans quelques jours. Voici ce qu'elle racontait la semaine dernière. Je pesais 66 kilos, j'étais assis en rond de garde,
Et je suis rentrée, j'en faisais que 26. On ne se voyait pas dans le camp. On voyait les autres, mais nous, on ne se voyait pas. Et quand je suis rentrée et que j'ai vu mon corps dans une classe, j'ai eu peur. J'étais vraiment bonne pour la chambre à gaz. Donc on a encore la chance aujourd'hui d'entendre ces témoignages. Je vous écoutais chez nos collègues de France Inter lundi, Jacques Fredge. Vous disiez que vous aviez réussi à réunir 10 rescapés de camps de concentration cette année pour les 80 ans, contre une centaine il y a 10 ans. On arrive donc à une période clé, une période où bientôt il n'y aura plus de témoins directs de la Shoah. Qu'est-ce que ça va changer? Alors ça va à la fois changer beaucoup, et en même temps, il y a un processus qui est engagé dans notre pays depuis longtemps. Je pense que nous avons les moyens de faire en sorte que la transmission de l'histoire de la Shoah puisse continuer. Je m'explique. Les rescapés de la Shoah sont en train de partir les uns après les autres. C'est inéluctable. C'est comme si ils étaient immortels. Et il y a près de 20 ans, je me rappelle que Simone Veil nous disait préparez-vous. Un jour ou l'autre, nous allons quitter ce monde et préparez-vous. Alors, ce qui est vrai, c'est que lorsque vous avez face à vous un rescapé de la Shoah, un témoin de manière générale, finalement, c'est vrai que l'événement, il est encore dans le présent, parce que si vous pouvez parler physiquement, échanger, poser des questions avec quelqu'un qui est face à vous en chair et en os, l'événement n'est pas si loin, quelque part, et en plus, il est incarné. Donc, les témoins, malheureusement, vont partir. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on sera les témoins des témoins. Si demain, il vous arrive quelque chose en sortant de la maison de la radio, quelque chose d'important, de grave, vous allez nous le raconter, qui va le raconter à une troisième personne, à une quatrième personne, et ce qui restera de votre récit, au final, ça sera une version ultra simpliste du récit que vous avez fait. Alors imaginez, pour quelqu'un qui a été déporté en 1942, qui a vécu à Auschwitz, qui a fait les marches de la mort, qui est arrivé dans des camps de concentration, etc., qu'est-ce qui va rester de leur récit? Alors, je pense que les 80 ans que nous sommes en train de vivre, ça fait basculer l'événement dans l'histoire. Et en même temps, là aussi, je dis quelque chose qui est d'une banalité absolue, surtout pour des jeunes, si vous voulez, qui vivent à l'ère de Snapchat et de l'instantanéité. Il y a 80 ans, c'est très 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 loin. Mais en même temps, je pense que dans notre pays, à la différence des pays anglo-saxons, on a accepté d'historiciser cette histoire. C'est-à-dire que depuis la reconnaissance de juillet 95, depuis que des chercheurs peuvent travailler au sein de l'université sur la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'était pas le cas avant, depuis que les programmes scolaires ont inclus l'enseignement de cette histoire, on est déjà passé depuis le début des années 2000 à l'idée d'enseigner l'histoire. En France, on a toujours eu cet enseignement historique qui est fait à l'intérieur de l'école, qui est complété par la parole des témoins qui viennent en effet apporter un complément, parce que l'histoire qu'on va raconter, hein, c'est un peu l'histoire, je dirais, quelque part des bourreaux, hein, et les témoins vont nous dire ce que, en tant que victimes, ils ressentaient, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont compris, les difficultés humaines, familiales, individuelles, de cette incompréhension qui a pu s'installer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on va perdre la parole des témoins. On va la perdre
en grande partie. On va la perdre en grande partie parce que ils ne seront plus là. Mais en même temps, ça fait des années, je prends l'exemple du mémorial, dès 1945, on a commencé à recueillir les témoignages des rescapés de la Shoah. Donc, depuis une vingtaine d'années, on collecte de témoignages audiovisuels. Il y a eu cette grande entreprise qui a été faite par la Fondation Spielberg, qui a recueilli 55 000 témoignages de rescapés de la Shoah dans le monde. Nous avons des millions d'heures de témoignages. Nous avons tout un tas d'écrits. Les rescapés ont écrit, surtout ces dernières années, ils ont beaucoup écrit. Donc, nous avons des outils. Je pense qu'à la différence des pays anglo-saxons, où l'enseignement de l'histoire n'a pas la place qu'elle a, comme en France, il y a une forme de peur panique. Parce que tout d'un coup, dans un pays comme les États-Unis, la parole des rescapés, elle est sacro-sainte, elle est presque unique. L'enseignement de l'histoire est vraiment, en général, passe vraiment au second plan. Et il y a une peur panique de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va... Bon, c'est pas le cas pour la France. Alors voilà, donc je vais être bien clair, c'est-à-dire que la parole des rescapés, elle est fondamentale, elle est importante. Elle est en train de partir, mais pas de panique. On a de la matière. On a de la matière. C'est justement ce que dit Bielsa dans le chat. Après le nombre de livres, BD, films qui traitent le sujet, la mémoire va probablement durer un bon moment. Enfin, c'est en tout cas une réaction qu'a cette personne dans le chat qui nous regarde. Victor, justement, vous avez participé avec la bande dessinée à faire prospérer cette parole avec Ginette Kolinka, et vous êtes allé à Auschwitz avec elle. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de l'idée qui est née? Comment elle est née, en fait, cette idée de créer une BD avec Ginette Kolinka? Comment elle est née? Vous voulez la version courte ou vous voulez la version longue? Non, comment elle est née? Elle est née il y a un petit moment déjà d'une rencontre, parce que j'étais au mémorial de la Shoah il y a quelques années, je crois que c'était en 2017, où de mémoire il y avait une sorte de salon du livre, je crois, qui est organisé chaque année, et je faisais des recherches, moi, plus sur des choses personnelles, et je croise à ce moment-là Ginette Kolinka, que je ne connaissais pas, et qui avait écrit son premier livre à ce moment-là avec Philippe Dana, et avec son humour et sa gouaille particulière, elle m'arrête, elle me dit arrêtez de chercher, le meilleur livre, il est là, quoi. Et donc forcément ça m'interpelle, je m'arrête. Elle me dit si je vous le dédicace, il vaudra encore plus cher, donc vraiment elle insiste, elle me le dédicace et je l'achète. Je le lis forcément, je trouve ça son histoire passionnante, même si j'avais déjà lu beaucoup de témoignages et que je connaissais bien cette histoire de la Shoah. Je lis son livre avec attention et je la recroise quelques mois plus tard en vacances, un peu par hasard, et donc on se met à discuter, et le lien se fait très facilement. C'est sa nature aussi, elle est comme ça. Un peu comme si c'était quelqu'un de ma famille, quoi. Un peu comme une grand-mère. Tout de suite, on discute, c'est très sympathique. Et j'ai pas, voilà, moi je suis journaliste, mais j'ai pas d'idée derrière la tête de faire quelque chose avec elle, je sais pas, de reportage ou de quoi que ce soit. Juste vraiment de discuter avec elle, ça m'intéresse. Et je lui demande si on peut se revoir à Paris pour continuer à discuter. Elle accepte, elle me donne son numéro. Et le jour de notre rendez-vous chez elle, elle oublie le rendez-vous. Elle me rappelle, elle me dit, mais si vous voulez, on peut rattraper le coup. Venez me chercher, je suis à mon club de gym. Venez me chercher. Donc elle avait déjà 93 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et donc je me retrouve à aller la chercher un vendredi soir à son cours de gym, et on va boire une bière dans le quartier de Nation à Paris. Voilà, on discute. Enfin bref, avec une anecdote qui montre aussi ce qu'elle est, et qui montre quand même certaines choses. C'est qu'à 23h à peu près, je lui propose de lui commander un taxi pour rentrer, et elle me dit pourquoi le métro est en grève, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, et je la vois donc partir dans le métro avec son petit sac de sport du haut de ses 93 ou 94 ans, dans le métro le soir comme ça. Quelques semaines plus tard, Marceline Loridan-Ivens, avec qui elle avait été déportée dans le même convoi que Simone Veil le 13 avril 1944. Marceline Loridan, Simone Veil était décédée déjà un an plus tôt, et Marceline Loridan à son tour décède. Je suis à la radio ce jour-là, et je vous fais la version longue, je préviens. et ce jour-là, donc Marceline décède, et je dis à mon rédacteur en chef, il se trouve que je connais Ginette Kolinka depuis peu, et je pense que ça pourrait faire un beau témoignage pour l'antenne qu'elle nous raconte, voilà. Et coup de bol aussi, Ginette est chez elle ce jour-là, ce qui n'arrivait pas très souvent à l'époque, parce qu'elle témoignait tous les jours dans toute la France. Elle décroche son téléphone et on fait un beau témoignage qui très rapidement
s'oriente voilà, vers cette question, bien sûr, centrale de qui témoignera. Il y avait Simone Veil était partie, Marceline. On va dire que la logique qui suivait, c'était que Ginette soit la prochaine, même si elle est toujours là et qu'elle va avoir 100 ans. Et donc, logiquement, voilà, la discussion s'oriente vers qui parlera de la Shoah une fois que ces témoins ne seront plus là. Ça me donne l'idée, en rentrant chez moi, d'en faire un reportage plus long. Je propose à France Inter, parce que sur France Info, on n'a pas trop ce genre de format très long, donc je propose à France Inter de faire une émission, un reportage d'1 heure sur elle. Ils acceptent tout de suite, et donc je pars avec elle à Auschwitz, j'interroge son fils, j'interroge l'historienne Annette Vivorca, enfin beaucoup de gens. Et après ce témoignage d'1 heure pour France Inter, je me dis, je continuerai bien à travailler encore d'une certaine manière avec elle, à raconter des choses, et je sais pas, un matin, je me réveille et je me dis, pourquoi pas une BD? J'avais jamais fait de BD de ma vie, juste j'en lis beaucoup, j'en lisais beaucoup déjà à l'époque. Et je me dis, tiens, pourquoi pas? Et voilà, et je suis mis en contact avec Jean-David Morvan, qui est un grand scénariste de bande dessinée, qui lui-même avait commencé à travailler beaucoup sur toute cette époque. Il avait fait une bande dessinée sur une autre déportée qui s'appelle Simone Lagrange. Il a travaillé avec une résistante qui s'appelle Madeleine Riffaut, qui est décédée aussi il y a quelques mois. Et voilà, et les choses s'enclenchent de cette manière-là, et le projet naît de cette façon-là. Donc vous êtes allé plusieurs fois. Et donc je suis allé 2 fois à Auschwitz avec elle pour répondre à la question. Une fois pour la radio, une fois pour la bande dessinée. Et la fois où j'y suis allé pour la bande dessinée, c'était la dernière fois où elle-même s'y rendait. Parce que c'était en 2020, qu'il y avait les restrictions liées au Covid. Donc il y avait plusieurs voyages qui avaient été annulés à ce moment-là, donc ça devenait un peu plus compliqué. Et puis à un moment où la décision a été prise, sa famille en tout cas a pris la décision avec elle, qu'elle arrête les voyages là-bas parce que ça devenait quand même compliqué. Elle avait 95 ou 96 ans et ça devenait quand même compliqué. Et donc elle a continué à témoigner en France, mais elle ne se rendait plus là-bas. Et voilà. Et donc du coup, pour la bande dessinée, on avait à la fois, bien sûr, il fallait raconter sa première fois là-bas, sa déportation. Et du coup, on avait la matière pour raconter sa dernière fois. Donc, on a décidé de mélanger à la fois ce passé et ce présent. Où, en gros, elle est sur place et quand elle est là-bas, on voit les images de sa déportation. Il y a justement un débat là dans le chat entre les personnes qui sont allées à Auschwitz, celles qui n'y sont pas allées. Certaines racontent d'ailleurs ce qu'ils ont vu. On a tout vu, les salles remplies de prothèses, c'est Cédoxal qui parle. De cheveux, de lunettes, tous les effets des prisonniers dérobés pour être valorisés, les traces de griffures dans les murs. Je les ai vus, on l'a tous vu. Est-ce qu'il faut y aller, Dominique, à Auschwitz? Non. Pour comprendre. je dirais non, il n'y a pas d'obligation. Et nous, alors, parce que pour les auditeurs et spectateurs, c'est peut-être important de préciser un peu la répartition des choses entre le mémorial et la fondation. Le mémorial, je crois que tout le monde le connaît ce que c'est, avec le centre de documentation, l'exposition permanente, les expositions temporaires et beaucoup d'autres choses, et bien entendu toutes les activités de formation, les rencontres scientifiques, etc. Tandis que nous, la fondation, on est une institution sœur, mais toute jeune par rapport au mémorial, dans la mesure où le mémorial, je ne vais pas faire long, mais c'est 1943, fondée dans la zone d'occupation italienne à ce moment-là, à Grenoble, tandis que la Fondation pour la mémoire de la Shoah, elle remonte seulement à la fin de l'année 2000. En fait, c'est un aboutissement du mouvement mémoriel français en l'occurrence, mais qui s'inscrit dans un cadre européen dans les années 90. Jacques a rappelé le discours de Jacques Chirac en 95 au Veldiv, et donc effectivement, la fondation arrive à ce moment-là. Et donc nous, notre fonction, c'est de financer des projets. Et c'est pour ça qu'on est un peu moins visible, mais on a aussi donc une forte capacité d'action par le fait de soutenir ces projets. Et en ce qui concerne la question d'aujourd'hui, on arrive en soutien à des voyages pédagogiques. Par exemple, souvent des voyages pédagogiques à Auschwitz. Et alors d'ailleurs, ce dit en passant, parfois on s'inquiète, etc. Il y a un sondage récent qui semblait vouloir dire que tout d'un coup, les gens étaient en train d'oublier ce que c'était la Shoah. Et là, cette année, dans l'année scolaire 24-25, on n'a jamais eu autant de demandes. On avait 130, alors ça dit peut-être pas grand-chose aux spectateurs, aux auditeurs, mais effectivement, donc on a eu 130 demandes, ça veut dire que c'est autant
malgré tout, c'est entre 30 élèves en moyenne, jusqu'à parfois il y a des élèves avec des promotions entières de première qui font le voyage. Et donc effectivement, on n'a jamais eu autant de demandes, mais ce que nous, et donc on les soutient aussi et on rend... Avec d'ailleurs un nombre de visiteurs record à Ça, de Auschwitz toute façon, année en après année, général, ouais. on aborde, je crois qu'on est près de 2 2 millions. millions. De visiteurs par an, ce qui pose d'ailleurs un problème de fréquentation Mhm. et de surfréquentation. Et ça, c'est un autre sujet dont on pourra reparler, effectivement. Mais en tout cas, donc, effectivement, quand les gens viennent à nous, notamment les enseignants qui veulent organiser un voyage, on insiste sur le caractère non obligatoire. Et par exemple, quand il est mentionné qu'un élève se retire parce qu'il sent qu'il n'y arrivera pas, parce que les parents y sont opposés pour tout un tas de raisons qui ne sont pas forcément des raisons qu'on pourrait supposer, antisémitisme, etc. Donc en tout cas, nous-mêmes, on est les premiers à dire qu'effectivement, il n'y a pas de caractère obligatoire pour ça, mais en même temps, on pourra certainement le recommander. Parce que, effectivement, et ça c'est ce que Jacques a dit aussi, et c'est ce que l'expérience de Victor aussi, quand on se rend sur place, on se rend compte de quelque chose. Alors, dans le chat, là, les gens reviennent bien entendu, et de façon tout à fait compréhensible, sur ces vitrines qu'on a tous en tête. Mais en même temps, voilà, moi, je me souviens, j'ai discuté il y a peu de temps avec quelqu'un et qui me demandait un peu d'évoquer mes impressions. Moi, je suis pas allé à beaucoup de reprises à Auschwitz, mais ce que, pour moi, ce qui est le plus lourd, c'est l'immensité de Birkenau. Dans Auschwitz-Birkenau, il y a Auschwitz, la concentration, Birkenau, l'extermination, et pour moi, c'est ce qui est la chose la plus marquante. Cette immensité et ce vide aussi, parce qu'il y avait tellement de monde qui y est passé, tellement de personnes qui y ont été exterminées, mais aujourd'hui, c'est une vaste prairie, la petite prairie au boulot, pour reprendre le titre du film de Marceline Loridan. Donc, une petite prairie au boulot qui est immense, qui est vide, qui est silencieuse et qui est effrayante de ce point de vue-là. Et je trouve que là, et notamment quand on quitte les lieux, c'est là qu'on se rend compte de cette immensité. Et c'est pour ça qu'effectivement, non, il faut pas y aller, mais en même temps, y aller, ça permet quand même de se rendre compte de la dimension complètement dingue, passez-moi l'expression, de ça, du projet. Il y a aussi d'autres moyens de s'en rendre compte. Je rappelle aussi à juste titre, par exemple, la possibilité d'aller pas très très loin, de rester en France et d'aller à la maison d'Isieux, par exemple. Ça. Et je trouve que la maison d'Isieux, elle est aussi, elle véhicule ce caractère complètement dingue de la Shoah qui fait que la Shoah, elle reste quelque chose de pas complètement compréhensible parce que effectivement, Isieux, ça résume aussi cette Shoah, qui est cette maison isolée dans un superbe contexte, dans un superbe paysage, où il y avait des enfants juifs qui étaient regroupés d'ailleurs au su et au vu de tous, puisque c'était une colonie tout à fait connue. Et au mois d'avril 44, il y a des SS, sous la conduite de Klaus Barbie, qui montent de Lyon, qui s'installent le soir, on peut s'imaginer le truc, qui s'installent le soir aux abords d'Isieux, et tout d'un coup, au petit matin, qui déboulent dans cette colonie d'Isieux et qui disent, ça y est, maintenant c'est fini, vous partez tous avec nous. Et pour ça, effectivement, il y a Auschwitz et son immensité d'un côté, mais il y a aussi Isieux et sa petitesse, mais en même temps, c'est un reflet, encore une fois, dingue, c'est la troisième fois que j'utilise le qualificatif de cela. Et voilà, non, il n'y a pas d'obligation à y aller, mais en même temps, quand on y va, ça met quelque chose en rapport, par exemple pour les élèves, en rapport avec l'enseignement d'histoire. Voilà, il y a quelque chose qui tout d'un coup leur dit, vous y êtes, vous pouvez vous rendre compte, ou en tout cas essayer de vous rendre compte de cela. Jacques Fretsch, vous vouliez réagir? Oui, alors, le mémorial, si vous voulez, c'est aujourd'hui une institution qui possède 50 millions de documents d'archives, 400 000 photos d'archives, des milliers d'heures de témoignages. Nous avons près de 140 000 scolaires par an dans les 6 musées que nous fédérons. Le mémorial, c'est 6 musées en France aujourd'hui, bientôt 7. Et ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que dans cet anniversaire dans lequel nous sommes, il faut qu'on bascule du devoir de mémoire au travail d'histoire. Et c'est en ça que je rejoins Dominique, c'est-à-dire qu'il faut arrêter avec les injonctions qui obligeraient un tel ou un tel à faire quelque chose.
Par contre, si vous voulez, il faut aller à Auschwitz pour comprendre la dimension du crime. Nous organisons, 30 voyages à Auschwitz par an, dont 20 pour des scolaires, pour des enseignants que nous avons en formation. Aller à Auschwitz avec, bien sûr, un éclairage historique, parce qu'on peut aller à Auschwitz et ne rien voir. Et d'ailleurs, si vous voulez, quand nous, on va à Auschwitz, le mémorial, on ne commence pas par le musée. On commence par Birkenau. Parce qu'en fait, si on veut parler de l'histoire de la Shoah, il faut comprendre que les Juifs, dans ce qu'on appelle les centres de mise à mort, étaient destinés à mourir. Et la majorité des Juifs ne rentraient même pas à Auschwitz. Ils allaient directement aux chambres à gaz et aux fours crématoires. Et en fait, il s'agit de refaire le parcours depuis l'arrivée des Juifs de France sur la Judenrampe, à l'extérieur du camp, jusqu'à l'arrivée des Juifs hongrois, qui est décrite dans ce qu'on appelle l'album d'Auschwitz, qui sont des photos qui ont été faites par les services de propagande, par les services plutôt de reporting allemands en 1944. Il y a actuellement une exposition sur l'album d'Auschwitz au Mémorial de la Shoah, et j'invite ceux qui nous écoutent à venir la voir, et de comprendre finalement ce qui s'est joué à Birkenau. Et si vous voulez, si on veut comprendre ce qu'est un génocide, qui est un mot particulièrement mis à mal en ce moment, si on veut comprendre la dimension du crime, la nature du crime qui a été perpétré par les nazis, oui, il faut aller à Auschwitz, parce que on a parlé de la libération d'Auschwitz, la découverte d'Auschwitz le 27 janvier. Et en fait, en parlant de cette manière, on commet une erreur historique. Parce que l'armée rouge rentre à Auschwitz sans savoir ce qui s'est joué là-bas. Comme disait Dominique, il trouve 7000 squelettes ambulants. Les 5 autres sites de mise à mort, tous situés en Haute-Silésie, ont été démantelés par les nazis. Lublin-Majdanek, quand l'armée rouge y arrive, est vide. Et en fait, tous les déportés, dans les centres de mise à mort purs, tels que Belzec, Chelmno, Sobibor, les gens, c'était une rampe avec des installations de mise à mort. Il n'y avait même pas de camp. Notre regard est sans doute trompé par ce complexe d'Auschwitz qui associe un camp principal qui est un camp de concentration, un centre de mise à mort qui est Birkenau et une cinquantaine de camps satellites autour d'Auschwitz. Il faut savoir que les Juifs devaient mourir, ils étaient là pour mourir. Les quelques rescapés qui nous parlent aujourd'hui constituent une exception et ce n'est pas une happy end. Vous voyez, il n'y a pas de survie possible. Et donc, quand on va à Auschwitz, c'est ça qu'on doit comprendre. C'est-à-dire que, et c'est toute la difficulté quand on enseigne l'histoire de la Shoah, c'est en fait de déconstruire les idées reçues. Quand on parle avec un rescapé, c'est vraiment un rescapé, un survivant. Imaginez que sur les 76 000 Juifs qui ont été déportés de France, 4 000 personnes sont rentrées de déportation. Voilà. Et 75% du judaïsme de Hollande a été assassiné. Plus de 94% des Juifs polonais ont été assassinés. Et en fait, si vous voulez, c'est quand vous êtes sur place. Auschwitz I est un musée. Birkenau, c'est l'immensité. C'est l'immensité, c'est ce que les historiens ont appelé, quand ils qualifiaient les centres de mise à mort, une fabrique de cadavres. La technologie, l'immensité, c'est un crime moderne, l'histoire de la Shoah. C'est un génocide moderne. Et en même temps, la barbarie. Voilà. C'est ça que l'on voit à Birkenau. Et c'est vrai que on peut, en restant dans son salon, en avalant des livres nombreux, on peut comprendre. Mais voir, c'est encore une autre dimension. Et là, je ne suis pas dans l'émotion, c'est-à-dire je ne suis pas en train de dire « faut y aller pour pleurer », etc. Moi, je ne suis pas du tout dans le victimaire. Je pense que même quand on est historien, d'aller sur place, d'aller sur les lieux, ça donne une dimension au site. Mais de grâce,
pas d'obligation, on n'est pas en train de faire de la propagande ou de laver le cerveau des uns et des autres. On est là pour découvrir un événement historique et je voudrais le rappeler quand même, pour dire les choses clairement. On ne parle pas de quelque chose qui est un événement lointain. On parle d'une page de l'histoire de France. On parle d'une page de l'histoire de l'Europe. Après-guerre, l'Europe s'est construite sur les ruines d'Auschwitz. On ne comprend pas ce qui s'est passé au lendemain de la guerre si on ne comprend pas ce qui s'est passé pendant la guerre. Donc, je dis ça pour celles et ceux qui nous disent « Oh là là, ils sont encore en train de parler de la Shoah ». On parle de quelque chose qui a commencé au coin de nos rues, dans nos écoles ici. Et ça s'est terminé à Auschwitz pour la majorité des Juifs de France et dans 6 centres de mise à mort pour les Juifs d'Europe. Et un petit mot pour compléter, enfin, ou pour ajouter à ce que vient de dire Jacques Fredge sur l'injonction, justement, qu'il n'y a pas à avoir. Ginette Kolinka, elle utilise un terme que moi j'aime bien, justement, parce que souvent les gens ou les journalistes qui l'interviewent lui disent alors ce devoir de mémoire que vous avez c'est important, etc. Elle dit devoir, il n'y a pas de devoir, je suis pas à l'école, je fais pas mes devoirs. Elle dit moi j'ai un désir de mémoire, j'ai envie de parler de mon histoire, de transmettre, personne m'oblige à rien. Et puis une anecdote aussi, une des fois où je me suis rendu à Auschwitz Birkenau, il y a une guide francophone qui est assez connue là-bas qui s'appelle Dorota, et quand on fait la visite avec elle, et voilà, c'est assez marquant aussi, au bout de je sais pas peut-être 100 mètres ou 150 mètres, une fois qu'on a marché dans le camp, elle dit bah voilà, vous avez déjà découvert plus du camp que 90 ou 95% des gens qui ont été déportés là-bas, quoi. Et Peut-être allez-y, juste rappeler Dominique, aussi Saint-Brieuc. celle qui fut la première présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, Simone Veil, elle-même aussi insistait sur le fait que voilà, qu'elle n'aimait pas l'expression devoir de mémoire et qu'il fallait lui préférer l'expression de travail de mémoire. Et c'est vrai que dans les échanges que moi, dans mes fonctions à la Fondation, j'ai avec les enseignants, par exemple, je leur, voilà, quand ils me disent, ben voilà, je veux faire ce projet, et puis quand je dis, bon, bah, écoutez, envoyez-moi déjà une esquisse, etc., parce que je peux les aider aussi à monter ce projet. Et c'est vrai que dès que je vois l'expression de devoir de mémoire, maintenant, ça me fait réagir de façon à peu près épidermique. Et on a presque mis ça sur le site internet en disant attention, n'utilisez pas cette expression. Victor, comment, quand on pense à une bande dessinée, comment est-ce que vous avez pensé la représentation des lieux? La représentation des lieux eux-mêmes dans le camp. Oui. Bah, les lieux eux-mêmes, on a essayé d'être le plus fidèle possible à ce à quoi ressemblait le camp au moment où Ginette y est déportée, donc en avril 1944. On a Tal Brutman, historien très célèbre, très renommé, et très compétent, qui nous a aidés sur la bande dessinée, et on voulait justement être collé au plus près. Il y a des gens qui ont discuté, qui disaient bah c'est pas grave, de toute façon les gens ils sont pas allés, ils savent pas, etc. Et on disait bah non, au contraire c'est très important, parce qu'à la fois ça fait quand même c'est son histoire à elle, et ça fait aussi voilà, on va dire œuvre pédagogique pour ceux qui justement n'y s'y seraient pas rendus ou ne voudraient pas s'y rendre. Et même si le camp peut avoir changé encore depuis ce moment-là, c'était parfois, même lui le reconnaissait, Tal Brutman, des détails en disant ah bah là bon bah je vous le dis parce que je suis quasiment le seul à le voir, parce que personne le verra, mais là vous avez fait la route comme ça en 44, ça vous avez pris une photo peut-être de 43, là en fait ça a changé, le rail il est plus dans cette position là, la cheminée que vous avez mis là elle est inclinée de telle manière, elle est plus là. Ça peut paraître anecdotique sur le moment, mais on voulait coller au plus près de la réalité. Et puis il y a eu une autre problématique qui s'est imposée assez vite à nous, c'était comment représenter les déportés dans le camp, parce que on voulait que cette bande dessinée elle puisse être lue et regardée sans que on referme immédiatement l'album en se disant que c'était insoutenable ou que c'était trop dur. C'est important aussi que des jeunes puissent la lire, et que ce soit un peu intergénérationnel. Et il y a une manière de faire qui nous est apparue assez vite, c'était de montrer les déportés un peu comme des espèces de, je sais pas comment dire, espèce de silhouettes un peu fantômes, un peu comme du brouillard aussi, et ça renvoyait en même temps à plusieurs choses un peu métaphoriques, parce que Ginette Kolinka, par exemple, et je pense que c'est le cas de certains déportés aussi, dit qu'elle ne se souvient pas des visages des gens qui étaient avec elle. Elle raconte que son cerveau, il s'est comme débranché, elle s'est déconnectée à partir du moment où elle est entrée dans le camp, que son frère et son père sont partis tout de suite pour la chambre à gaz. Son cerveau, il s'est mis sur off, et elle dit voilà, quelque part, elle s'est arrêtée de réfléchir, arrêtée de penser. Et donc,
ça paraît incroyable, mais voilà, des femmes avec qui elle a passé plus de 6 mois dans la même koya, vous savez, c'était les couchettes dans les baraquements. Elles étaient 6, comme ça, elle dit, elle se souvient d'aucun visage, elle se souvient d'aucun nom, elle se souvient pas des gens avec qui elle était. Donc c'était aussi une manière de raconter ça dans la bande dessinée, de montrer ce brouillard mental. Et puis ça me montrait aussi quelque part la masse des déportés, puisque voilà, ils étaient réduits à être chacun des numéros, ils avaient perdu en quelque sorte leur identité propre. Ça renvoyait à ça, et puis de manière encore plus tragique, ça renvoyait aussi à ce que la plupart allaient devenir plus tard, ce brouillard, cette poussière, une fois qu'ils étaient condamnés à la chambre à gaz et puis au four crématoire. Dominique Trimbure, vous voulez Oui, réagir? c'était juste pour rebondir. C'est vrai qu'en vous écoutant, ces dernières années, maintenant ça fait une bonne dizaine d'années, on a franchi le pas. On est là pour parler de la transmission et des outils de la transmission. Et c'est vrai que je me souviens, j'étais dans cette maison sur France Culture il y a quelques années, au moment de la sortie du gros roman de Jonathan Little, Les Bienveillantes. Et je me souviens à ce moment-là que le roman avait fait scandale. Bon, il a effectivement des aspects qui peuvent mettre mal à l'aise, mais il avait fait scandale parce qu'il y avait certaines personnes qui avaient dit non, au nom de la morale, on ne peut pas utiliser le roman pour parler de la Shoah. Et c'est vrai que maintenant, si on va dans les librairies et quand on a les échos de presse aussi, par exemple cette semaine où il a vraiment été beaucoup question des 80 ans, c'est vrai que la BD qui aurait été inimaginable il y a quelques années, elle s'est installée aussi comme biais de transmission et de façon tout à fait intelligente avec effectivement toutes les exigences qui ont été rappelées à l'instant, mais aussi donc cette capacité qu'il y a désormais justement à entrer en contact avec ce lectorat qui en principe n'est pas habitué aux gros bouquins avec des notes de bas de page, etc. Et donc effectivement il y a cette rencontre qui est possible sur ces sujets-là par ce biais-là. Et encore une fois, il y a quelques temps, ça aurait été complètement impossible. Ce qui est aussi, et on pourra rappeler que même sur des sujets assez arides, par exemple, il y a un voyage pédagogique sur les lieux, pour le coup, de ce qu'on appelle, une expression que j'aime pas beaucoup, la Shoah par balle. Il y a quelque chose qui a été fait aussi il y a un an à ce propos. Et la BD, dont j'ai plus le titre là maintenant en tête, on le retrouvera peut-être, et l'une des personnes qui nous suivent pourra regarder ça. Mais donc, c'est une BD qui passe très bien et qui fait très bien passer ce message-là. Un, et deux, à propos des biais de transmission, désormais aussi le cinéma et le cinéma de fiction. Et alors là, vous évoquiez à l'instant la difficulté qu'il y avait à représenter les déportés, les internés. Je rappellerai que, par exemple, dans un film qui est très très fort, qui est sorti l'année dernière, La Zone d'intérêt, on n'en voit pas un. Et pourtant, tout passe. C'est un film un peu compliqué. Il faut entrer dedans. Il faut savoir saisir la mise en scène, etc. Mais une fois qu'on est dedans, voilà, on est envahi par cette joie qui n'apparaît pas. Et c'est là aussi très fort. Et encore une fois, voilà, malgré tout, la fiction, elle a eu Contrairement au fils de Saul, par exemple, qui prenait le qui biais nous inverse met de dedans. complètement être Voilà, au cœur, en qui nous caméra à immerge l'épaule. Et dans le Sonderkommando. Et donc, effectivement, là, on y est complètement. Et même si on est constamment sur des plans rapprochés, sauf tout à la fin, si je me souviens bien, où il y a eu plus une ouverture. Mais effectivement, là, c'est des manières d'aborder. Il y a le rapport à Auschwitz aussi qui est sorti il y a quelques temps. Voilà, autant de biais qui permettent d'assurer cette transmission au-delà d'eux. Et en rappelant aussi que l'un des épisodes marquants dans l'histoire de la mémoire de la Shoah et dans la transmission de l'histoire et de la mémoire de la Shoah, c'était la série American Holocaust en 1978, qui était de la fiction. Et qui nous a tout d'un coup, qui a déclenché, moi j'étais relativement jeune à ce moment-là, mais effectivement, quand on regarde maintenant dans les livres qui retracent cette évolution, la série Holocaust, qui était une fiction, elle a fait énormément pour tout d'un coup secouer un peu les consciences et aller dans le sens. Énorme polémique à l'époque aussi. Absolument. Bon, il y a pas mal de réactions dans le chat. Je remonte un tout petit peu. Par rapport à ce qu'on disait avant, on a Essek qui dit pas d'obligation, mais comment s'assurer qu'on n'oublie jamais cette histoire-là? Donc ça peut être une question. Il y a aussi des réactions à ce qui vient d'être dit. J'en ai juste quelques-unes sur le fils de Saoul, effectivement, un film traumatisant. C'est Bandini qui nous le dit. Il y a Kyle qui dit personnellement, je me souviens d'avoir vu des films et des reportages quand j'étais ado. Je trouvais ça horrible, mais je crois que je n'avais pas vraiment saisi la gravité de la Shoah. Aujourd'hui, je suis vraiment effondrée de voir ça, et encore plus quand je vois le monde actuel. Donc voilà, il y en a encore d'autres. Alors en fait, je pense que, pendant des années,
je dois dire que dans les musées de la Shoah, mais également dans les créations qu'il y avait dans les années 60, 70, 80, parce que, si vous voulez, il faut bien comprendre qu'on a mis du temps à parler de l'histoire de la Shoah. On a mis du temps. Alors, les jeunes qui nous écoutent pensent qu'on a toujours parlé de la Shoah. C'est quand même utile de rappeler, si vous voulez, qu'au lendemain de la guerre, Les rescapés n'en parlaient que très peu. non, c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. Je reprends le propos de tout à l'heure. Les centres de mise à mort sont démantelés. La majorité des Juifs, en fait, vivants, donc qui constituent une petite goutte d'eau dans la mer, parce que la majorité des Juifs a été assassinée. Finalement, ce sont les Alliés qui retrouvent des Juifs dans les camps de concentration à l'ouest, parmi les déportés politiques, les déportés résistants. On ne comprend pas le sort spécifique des Juifs, puisque, une fois encore, les Juifs allaient dans les centres de mise à mort, les Juifs, en grande majorité, ont été assassinés, et les quelques survivants, à l'issue des marches de la mort, on les trouve à l'ouest. Donc, on va parler de la persécution des Juifs à Nuremberg, on va parler de la persécution des Juifs dans les procès en France, y compris celui du maréchal Pétain, mais il va falloir des années avant de pouvoir véritablement comprendre ce qui s'est passé à Auschwitz. Et si vous voulez, je me rappelle plus de la date exacte, si c'est 1960 ou 1961, je me retourne vers Dominique, mais la première grande étude d'ensemble de cet historien américain Raoul Hilberg, elle date des années 60, du début des années 60. Il aura fallu 15 ans pour écrire une histoire de ce génocide. C'est pour ça que moi, ça me fait hurler de colère quand je vois des hommes politiques qui sont capables de regarder comme ça une situation dans le monde et qui disent « Oh oui, ça c'est un génocide. Ouh là 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 là, oui. » Alors que les historiens vont aller chercher les preuves, vont aller étudier l'histoire, ça va leur prendre des années. Et il y a des hommes politiques qui sont capables de faire un petit clin d'œil, ah oui, oui, c'est terrible là. Ça n'existe pas, ça ne se fait pas comme ça. Et si vous voulez, pendant des années, on n'a pas compris ce qui s'est passé, le crime qui a été perpétré contre les Juifs, c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses, c'est la culpabilité, la mauvaise conscience des pays en Europe. Je prends l'exemple de notre pays, dans le milieu des années 50, les archives sur Vichy ont été fermées. Milieu des années 50, elles seront réouvertes après la déclaration de Jacques Chirac en 1995. Pour être très exact, elles sont réouvertes en 1997. Et jusqu'à cette date, à l'université, tous les enseignements s'arrêtaient à 1940. Donc on ne parle de l'histoire de la Shoah que depuis véritablement la fin des années 90. Donc pendant de nombreuses années, si vous voulez, surtout dans les années 80-90, sur le plan pédagogique, on avait peu d'outils. Mais on avait des outils qui privilégiaient les images d'horreur, où tout était mélangé. Si on regarde Nuit et brouillard aujourd'hui avec un œil critique, il n'y a absolument aucune distinction sur le plan historique entre les camps de concentration, les centres de mise à mort, tout ça est mélangé, etc. Et par contre, ce sont des images d'horreur. C'est-à-dire qu'on montre l'horreur. Or, si vous voulez, aujourd'hui, et ça rejoint la discussion de tout à l'heure, ce qui est important, c'est, en dehors du fait que c'est une page de l'histoire de la France, et à ce titre-là, cette histoire a sa place dans les curriculums qui sont enseignés à l'école. Mais la question de fond, à quoi ça sert de parler de ça? C'est ça la question de fond. Savoir si la transmission de l'histoire de la Shoah va continuer ou pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est à quoi ça sert d'en parler. Et pourquoi il faut continuer à en parler. Pourquoi cette histoire, qu'est-ce qu'elle dit en fait de l'histoire de l'Europe et qu'est-ce qu'elle dit de l'histoire de l'humanité. Et une fois qu'on a compris ça, c'est sûr qu'on va continuer à en parler. Le mémorial de la Shoah travaille sur l'histoire de la Shoah, mais vous savez sans doute qu'on travaille dans une histoire globale et comparée de l'histoire des génocides. On travaille sur les génocides dont personne ne parle, celui des Herero et des Nama en Namibie au début du XXe siècle, celui des Arméniens, celui des Roma et des Sinti, celui des Juifs et celui des Tutsis au Rwanda. On travaille dans une histoire comparée pour montrer les points communs, les mécanismes et les singularités. Pour montrer aussi qu'il n'y a pas de concurrence des mémoires, que ça c'est une construction politique scandaleuse. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de concurrence des mémoires. Il y a de la place pour toutes les mémoires. Et au contraire, aujourd'hui,
on est satisfait de pouvoir dire qu'en France, on enseigne dans les écoles, on enseigne l'histoire de la Shoah, mais on enseigne aussi l'histoire du génocide des Arméniens et l'histoire du génocide des Tutsis depuis quelques années. C'est comme ça qu'on doit faire les choses, parce qu'en fait, ça nous permet de faire comprendre aux élèves et au grand public qu'on n'est pas en train de défendre une cause. Finalement, ça fait partie de notre construction politique, au sens noble du terme, de citoyen. Si on veut comprendre ce qui s'est joué dans ces génocides et ce qui s'est joué à Auschwitz, ça fera de nous des citoyens éclairés. Si on veut comprendre à quoi mènent le racisme et l'antisémitisme, le populisme, le clientélisme, la haine de l'autre, les extrêmes, etc., eh bien, il faut interroger cette histoire-là. Et c'est ça qui fera qu'on continuera à parler de cette histoire pendant des générations. Voilà. C'est la question politique qu'il y a derrière qui va nous aider à comprendre notre présent. Il y a un sondage Opinionway qui a été publié début janvier dans la Tribune dimanche qui met en avant que 18% des jeunes disent ne jamais avoir entendu parler du terme Shoah. Comment on lutte contre ça, Dominique Trinvure? Déjà, on s'interroge sur la qualité du sondage. J'ai Parce d'autres que- chiffres, j'en ai d'autres si vous voulez. Parce que on se souviendra, alors j'ai plus la date exacte, mais il y a 3 ans, quelque chose comme ça, on était dans une proportion de 20 ans, de 20% qui n'en savaient rien, mais 80%. Alors je me souviens de la réplique d'Annette Vieillurka. C'est ce que qui j'allais vous disait- dire. Voilà, qui disait voilà, qu'il faut qui se disait, réjouir il qu'il y en ait 8 sur 10 qui soient au courant. déjà. Mais oui, Voilà, mais voilà. c'est ça Exactement. qui est incroyable. Poser la même question pour savoir, demander aux élèves qui est le général de Gaulle, qui est Jean Moulin, qui est Charlemagne et d'Artagnan. Et on comparera les réponses. Si vous voulez, interroger les jeunes de cette manière, si vous ne le mettez pas en perspective, en quelque sorte, si vous voulez, le sondage est biaisé. C'est-à-dire que finalement, vous allez toujours trouver une partie de la population qui ne sait pas. Mais je pense qu'il faudrait avoir, en effet, comme dit Dominique, une construction un peu plus sérieuse de ces sondages. Ça ne veut pas dire que tout le monde sait tout, mais en même temps, le travail d'éducation, c'est le mythe de Sisyphe. Tous les jours, il faut recommencer avec les élèves, tous les jours avec les générations, tous les jours. Ça ne doit pas s'arrêter. Et si on veut nous laisser comprendre que il y a des jeunes qui ne savent pas un certain nombre de choses, mais il y a plein de jeunes qui ne savent pas les théorèmes, on va dire, essentiels en mathématiques, les auteurs classiques de référence, etc. Ça n'est pas une consolation. Ce travail, on doit le continuer. Pour moi, c'est un faux problème, en fait. Pour moi, c'est un Nous faux sommes problème. d'accord avec vous dans le chat. Certains disent... Voilà. Ils disent à peu près la même chose. Non, voilà. Et puis, de toute façon, on est dans cette espèce de contradiction où, justement, il y a ces chiffres qui sortent et qui disent que les gens n'en savent rien. Et en même temps, en face de ça, il y a d'autres qui disent encore, mais on sait tout. Et puis encore ce soir sur la soirée TMA sur Arte, sur Auschwitz, et hop, France Télévisions qui ne fait que ça, etc. Et on en a assez, etc. En fait, voilà, là, je crois qu'on n'est pas dans l'ordre de la connaissance ou de la rationalité. On est dans une sorte d'irrationalité qui est véhiculée par ça, parce que effectivement, et comme le disait Jacques à l'instant, on est aussi dans cette espèce de contexte politique où de toute façon tout est instrumentalisé, les mots sont utilisés à tort et à travers, et etc. Le génocide, mais encore bien d'autres notions en l'occurrence. Et c'est vrai qu'on est dans cette espèce de maelstrom de toute façon. Alors il y a la massification, et puis surtout, voilà, c'est des actualités qui l'une chasse l'autre, etc., etc. Enfin voilà, on est arrivé dans une mesure assez folle. Nous, à la Fondation, on a intérêt, et d'ailleurs on fait ça en ce moment avec le mémorial, on a intérêt à évaluer de temps en temps l'importance de ce que nous faisons, et notamment, par exemple, l'impact de ces voyages pédagogiques. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'en termes de connaissances, par exemple, ça marque, les gens retiennent pendant 1 an, pendant 2 ans, ils savent encore à peu près ce qui s'est passé pendant la Shoah, et effectivement, peu à peu, les connaissances, elles ont tendance à s'effacer. On garde les fondamentaux et après les détails, par exemple les chiffres, je ne parle pas de 6 millions ou de 5,1 millions, etc. On a encore toujours des discussions à ce propos-là, mais en tout cas, voilà, sur les connaissances s'effacent.
En revanche, ce qui nous importe, je crois, et ce qui importe le plus, c'est qu'effectivement, cette connaissance et la découverte dont on parlait tout à l'heure des dimensions de la Shoah, et en parallèle aussi la conscience de ce qui s'est passé après, donc notamment le génocide des Tutsis au Rwanda, en quelques mois, 800 000 à 1 million de personnes qui sont tuées, pour la plupart à la machette, et tout ça après Auschwitz. Donc on se dit effectivement à quoi ça sert qu'on en sache tant sur Auschwitz, si ça c'est encore possible. Bref, ce qui est important aussi pour nous, et surtout, c'est cette prise de conscience et cette construction de la conscience citoyenne par le biais, entre autres, du voyage à Auschwitz. Ça veut dire qu'effectivement, tout d'un coup, il y a l'éducation à la citoyenneté qui peut être renforcée par le biais de ce genre de choses. Et c'est ça aussi, et je dirais peut-être surtout, qui est important. Si les gens se plantent dans les connaissances, nous, on n'est pas des profs qui vont leur dire, voilà, 10 sur 20 ou voire un peu moins. Mais effectivement, si tout d'un coup, ils peuvent contribuer à construire, et il y a du boulot, un monde à peu près meilleur, ça sera déjà ça de Oui, gagner. c'est ça, c'est aussi le cheval de bataille de Judith Kolinka quand elle témoigne, justement, et je pense que c'est ça aussi qui fait la force de son témoignage, et ce pourquoi, au-delà de sa personnalité dont je parlais tout à l'heure, et de sa vivacité, alors qu'elle va encore avoir 100 ans, pourquoi les gens, elle fascine en quelque sorte aussi les gens quand elle témoigne, quand elle parle. On voit, je l'ai vu témoigner de très nombreuses fois devant des collégiens ou des lycéens, parfois dans des lycées qu'on annonce un peu dur, en disant j'espère qu'ils vont être concentrés, qu'ils vont vous écouter, et il n'y a pas une mouche qui vole pendant 3 heures d'affilée où elle raconte, parce qu'elle a une manière aussi de raconter où elle privilégie pas justement le côté horrible des choses, de ce qu'elle a vu. Elle témoigne pas de ça, elle essaye de faire un témoignage, on va dire, intelligent, et de construire quelque chose qui fait que voilà, son message, c'est finalement, ce qu'elle dit souvent, c'est la haine, c'est déjà un pied à Auschwitz. Et donc elle dit, voilà, son cheval de bataille, comme elle dit, c'est la haine, la haine, la haine. Voilà, en gros, message un peu simpliste, mais aimez-vous les uns les autres, ce qui paraît un peu bête. Mais voilà, elle commence toujours ses témoignages en disant, voilà, est-ce que j'ai l'air d'avoir quelque chose de particulier sur le visage? Est-ce que voilà, à part que je suis très belle, est-ce que vous voyez que j'ai quelque chose de particulier? Non, voilà, Claire, il trouvait que moi j'avais quelque chose de particulier, etc. Et je pense que voilà, ça les fait réfléchir. Enfin, c'est bête aussi à dire, mais faire réfléchir les jeunes et les moins jeunes aujourd'hui avec ces questions-là, c'est déjà gagné, je pense. Et je rebondis, la haine, et pour parler aussi un petit peu d'actualité, justement pendant la cérémonie des 80 ans de la Libération, Marianne Turski, 98 ans, rescapée, a déclaré « Nous voyons dans notre monde contemporain aujourd'hui une grande augmentation de l'antisémitisme, et c'est justement l'antisémitisme qui a conduit à l'Holocauste. » En France, en 2024, on compte 1570 plaintes pour actes antisémites. En 2022, c'était 436. Est-ce que l'éducation est primordiale? Je vous pose la question. L'éducation, elle est primordiale, mais on se rend compte d'une chose qui avait déjà été d'ailleurs soulevée par Simone Veil, c'est que l'enseignement de l'histoire de la Shoah n'est pas un vaccin contre l'antisémitisme. Et finalement, ça nous oblige aussi à revoir notre façon d'enseigner et de transmettre l'histoire de la Shoah. Je dois dire qu'on a tellement voulu universaliser l'histoire de la Shoah que finalement, on a sans doute oublié de parler des Juifs et de l'histoire des Juifs en France et en Europe. Et si vous voulez, ce que révèle l'explosion de l'antisémitisme aujourd'hui, qui n'est pas nouveau dans notre pays, il ne faut pas imaginer que... c'est vrai que dès le 8 octobre, il y a eu des actes antisémites, mais vous pouvez imaginer que celui qui s'est déclaré antisémite le 8 octobre, il n'est pas devenu dans la nuit du 7 au 8. C'est simplement une parole qui s'est désinhibée et que finalement l'antisémitisme était là depuis longtemps. C'est pas un hasard, dans notre pays on a tué des juifs. Ici en France, ces 20 dernières années, parce qu'ils étaient juifs, depuis Ilan Halimi jusqu'à l'attentat aux Zahra Torah, l'école juive à Toulouse, et toutes les manifestations d'antisémitisme qui sont très spécifiques en Europe. Il faut le dire, il faut le rappeler. On a un antisémitisme qui est violent, virulent, et donc ça interroge parce que finalement, qu'est-ce qu'on a mal fait dans notre façon d'enseigner? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Parce que on enseigne l'histoire de la Shoah, c'est dans les programmes scolaires, il y a des lieux de mémoire, il y a les outils sont là, on en parlait, il y a des outils, il y a des bandes dessinées, il y a des films, il y a des pièces de théâtre, il y a ce qu'on veut. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? Et ce qui ne va pas dans notre pays, c'est que sans doute, il y a une histoire totalement invisible des Juifs en France, et il y a une histoire totalement invisible des Juifs en Europe. Vous savez, nous on le voit
avec les scolaires. Les scolaires ont l'impression que les Juifs sont arrivés de la Lune en 1939, parce que tout d'un coup, on parle de l'antisémitisme, de la Shoah. Alors, ils découvrent qu'il y avait des Juifs, comme si les Juifs n'étaient pas arrivés depuis le 1er siècle en France. Comme si les Juifs qui étaient installés depuis le 1er siècle étaient des étrangers. Et donc, si vous voulez, il y a une problématique dans notre pays qui est une ignorance totale sur l'histoire des Juifs, sur le judaïsme aussi, mais je dis le judaïsme dans sa diversité, pas forcément Qui laisse comme place du religion, coup à des fantasmes et à des croyances. qui laisse place à l'ignorance. Et nous avons des gens qui surfent, qui instrumentalisent, qui clientélisent cette ignorance et qui à cause d'eux, on en arrive là. Hein, on en arrive là. Qui maintiennent le préjugé d'une espèce de toute puissance juive, etc. Et Complotisme. surtout de la richesse. Et c'est vrai que par exemple, c'était Mireille Knoll, ou plutôt Ilan Halimi, il a été assassiné et il avait d'abord été pris en otage parce qu'on pensait qu'il était riche, parce qu'il était juif, il était riche, etc. Et c'est vrai que là, quand on se met à découvrir et à enseigner ce qu'était la vie juive avant la Shoah, effectivement, on se rend compte, par exemple, dans la grande partie des Juifs de France qui ont été déportés, qui avaient d'abord été spoliés et qui ne pouvaient plus exercer leur métier, et ben en fait, on se rend compte que la spoliation, ben non, c'est pas un Camille Corot, c'est pas un Picasso qui leur a été spolié, mais c'était leur machine à coudre, c'était leur outil de travail. Et en fait, effectivement, la grande majorité de ces Juifs, effectivement, étaient des gens comme nous tous, avec effectivement une richesse qui n'en était pas une, ou alors effectivement, c'était cet instrument de travail qui leur permet de survivre et qui, une fois qu'il leur a été ôté, c'était déjà effectivement aussi le début de la fin pour eux. Donc, et c'est ça le problème, c'est que on continue d'entretenir ces préjugés sur cette puissance, cette richesse, etc. Et depuis une dizaine d'années, je dois dire qu'au Mémorial, nous avons mis en place des ateliers dont l'objectif est de déconstruire ces stéréotypes et ces préjugés, à la fois sur l'antisémitisme, mais sur tous les racismes. Parce que, pour nous, l'histoire de la Shoah s'enseigne avec une histoire comparée du génocide. La lutte contre l'antisémitisme passe également par une lutte contre tous les racismes. Et on ne sépare pas les choses. Même si l'antisémitisme est extrêmement spécifique, pour nous, il n'y a pas un racisme qui est plus acceptable qu'un autre. Donc, cette lutte-là, on le fait, et je vous assure, et nous travaillons avec des jeunes. Mais vous savez que le Mémorial organise également des stages de citoyenneté à la demande de la justice. Nous recevons des adultes qui sont condamnés par la justice pour des propos antisémites. Nous n'imaginions sans doute pas à quel point les stéréotypes antisémites sont profondément ancrés dans la tête du tout venant, quelle que soit la classe sociale, quel que soit le degré de culture. Et en fait, je pense que on n'a pas vu ou on n'a pas voulu voir véritablement le niveau d'antisémitisme et de racisme qu'il peut y avoir dans notre pays. Et c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui. On arrive à la fin de cette heure ensemble. Je vais vous laisser quelques secondes chacun pour nous dire le mot de la fin en une phrase. Victor ? Le mot de la fin en une phrase. Ah, c'est un autre petit truc. Ça, ok, oui, il faut savoir. Le mot de la fin, non, on va essayer d'être optimiste après tout ce qu'on a dit. Voilà, effectivement, les derniers témoins sont encore là. Effectivement, comme le disait notamment Jacques Fred, ça ne va pas changer ensuite sur la transmission. Comment dire, le fait qu'il soit plus là ne va pas changer fondamentalement, dans le sens où effectivement c'est sans doute le sujet d'histoire qui a été le plus documenté, je pense ne pas me tromper, dans l'histoire en tout cas contemporaine. Je pense que voilà, la Seconde Guerre mondiale et la Shoah ont fait l'objet d'études nombreuses et très nombreuses. Il restera les historiens, il restera effectivement tous ces documents, dont la bande dessinée, dont le cinéma, on l'a dit, et effectivement que cette mémoire continue à vivre. Dominique Tramur ? Il y a encore énormément de travail à réaliser et de choses à découvrir. Ça, je parle en tant qu'historien. Mais dans toute cette histoire, il y a toutes les raisons de désespérer, mais il y a aussi toutes les raisons d'espérer. Parce que on parle beaucoup, bien entendu, en lien avec des commémorations de tous les aspects dramatiques intrinsèques à la Shoah, mais en même temps, dans cette Shoah, il y a aussi toutes ces histoires lumineuses. Le sauvetage, les justes, les démonstrations de solidarité, etc. Et
c'est vrai que en direction de certains publics, notamment par exemple chez les primaires, ce sur quoi il est beaucoup insisté, c'est cette, malgré tout, dans toutes ces ténèbres, la capacité qu'il y avait encore de trouver une lumière. Et cette lumière, elle est véhiculée aussi dans une personne, par exemple, comme Ginette, mais d'autres témoins encore, Yvette Lévy, etc. C'est cette flamme qui existe en eux qui a existé aussi dans un certain nombre de personnes qui ont osé à un moment franchir le pas, être solidaires et agir quand il le fallait. Ils ne savaient pas qu'ils agissaient quand il le fallait, mais ils l'ont fait au moment où il le fallait et ça a sauvé énormément de juifs aussi. Ça, c'est aussi une partie de la Shoah. Jacques Fretsch, votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de dire que nous avons au mémorial changé notre façon de travailler. Et notre façon de travailler, c'est de dire, si vous voulez comprendre à quoi mène le racisme et l'antisémitisme, alors on va vous parler de la Shoah et de l'histoire des génocides. C'est un problème qui est contemporain. C'est pas un problème d'histoire et de passé, c'est un problème d'aujourd'hui. Et donc moi, je suis optimiste parce qu'un jeune ne n'est pas raciste ou antisémite, il le devient. Et je pense qu'on peut le faire changer d'avis. Et c'est ça l'enjeu de l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous, finalement, pour parler de la transmission de la mémoire de la Shoah à l'occasion des 80 ans, donc de la libération d'Auschwitz. Merci beaucoup. Donc, Merci Victor à vous. Maté, journaliste à France Info, on peut retrouver la bande dessinée Adieu Birkenau dans toutes les bonnes librairies. Partout. Voilà. Jacques Fretsch, directeur du mémorial de la Shoah. Donc, on peut visiter du dimanche au vendredi. Dimanche au vendredi, venez, il y a plein d'expositions en ce moment, l'album d'Auschwitz, David Holler, et plein de conférences, de films, etc. Venez au mémorial, c'est ouvert et gratuit. Et le mémorial de Drancy aussi, je précise, pour ceux qui habitent en région Merci. parisienne. Mais non, mais c'est Oui, vrai qu'il y a aussi un merci. lieu formidable Il y en qu'on a connaît à moins. Drancy, à Orléans, Attention le micro. à Pontivy. On vous entend plus. Et merci beaucoup Dominique Trimbure, historien chargé de mission à la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Merci beaucoup. Je vous laisse Merci. quitter le plateau puisque on change de sujet maintenant. On va parler de la natalité et j'espère que vous serez indulgents pour me laisser boire une petite gorgée d'eau dans le chat. D'ailleurs, on vous remercie pour la qualité de vos interventions dans le chat. Hop. Et donc, il est 18h, on change totalement de sujet et on accueille nos nouveaux invités. Je vous invite à vous asseoir. Bonjour. Vous avez des verres juste devant vous si vous avez soif. Vous pouvez vous servir et de l'eau en dessous. N'hésitez pas. Là, ce sont ceux des précédents. On peut les repousser. Voilà, n'hésitez pas à vous servir. Alors, maintenant donc... on va parler de natalité en France. Avoir ou ne pas avoir d'enfants en 2025. Les derniers chiffres de l'INSEE montrent une baisse de la natalité dans le pays. On change de plateau donc. Et on accueille nos 3 nouveaux invités. Bienvenue, je vous invite à prendre les micros qui sont soit à côté de vous, soit devant vous. À bien les mettre devant votre bouche quand vous parlez, parce que sinon on ne vous entendra pas. Bonjour Julien Damon. Présent, bonjour. Vous êtes sociologue, enseignant à Sciences Po et à HEC, auteur de Les batailles de la natalité aux éditions de l'Aube, publié en 2024. Est-ce que je me suis trompée? Non, tout est bon. Tout est bon. 20 sur 20. Bonjour Edith Vallée. Bonjour Jeanne. Docteur en psychologie, pionnière des études sur la non-maternité, autrice en psychologie et histoire de l'art, chercheuse en matrimoine, ça en fait des choses. Et enfin bonjour Gilles Pison. Bonjour. Démographe, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et à l'Institut démographique, auteur de l'Atlas de la population mondiale, paru en 2019 aux éditions Autrement. Merci beaucoup à vous 3 d'être avec nous. Bon, c'est un sujet qui revient chaque année. Encore une fois, on fait cette année le même constat que l'année dernière. Il y a moins de bébés en 2024 qu'en 2023, 663 000, plus de 2% de moins que l'année dernière. Le président de la République avait d'ailleurs appelé à un réarmement démographique. On voit bien que ça n'a pas marché finalement, avec des chiffres au plus bas depuis 1945. Julia Damon, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que le taux de fécondité soit celui-là, 1,62 enfants par femme en 2024 ? On ne se sent plus obligé aujourd'hui de faire des enfants ? Je ne sais pas si on ne se sent plus obligé. D'abord, et vous avez un grand spécialiste à ma droite qui complétera ou corrigera, mais ce phénomène de baisse de la natalité, de baisse de la fécondité, n'affecte pas uniquement la France, affecte tous les pays riches et même ce phénomène affecte le monde entier. Et donc tout ceci s'explique généralement dans l'histoire de l'humanité par l'accès des femmes à l'éducation, à la contraception, mais aussi par l'urbanisation des populations. Si vous cherchez à savoir pourquoi il y a moins d'enfants en 2020
2024 qu'en 2023, là, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui est plus important, c'est les tendances relativement longues. Et la tendance récente, c'est que depuis 2010, voilà, nous sommes sur une courbe de baisse de la natalité. En 2010, vous aviez un peu plus de 800 000 enfants qui sont nés. L'an dernier, vous l'avez évoqué, il y a 630 000 enfants qui sont nés. Et la France, comme souvent dans son histoire, eh ben, elle est en train de s'inquiéter, bien plus que d'autres pays d'ailleurs, de sa situation. Ce alors d'ailleurs que la France demeure enfin, sur les marches, pardon, même au premier rang du podium des Olympiades de la natalité dans les pays riches. Ah bah justement, on a longtemps parlé d'exception française, Gilles Pizon. C'est une tendance qui est spécifique à la France. Et non, Donc, comme vient de me le rappeler mon voisin, la tendance à la diminution du nombre de naissances depuis quelques années, elle est générale en Europe, dans les pays développés et puis même mondiale. Alors, il faut rappeler que, ça vient d'être dit, les naissances baissent en France depuis 2010, depuis 14 ans. Mais si on prend un peu plus de recul, les 10 ou 15 années précédentes, elles étaient à la hausse. Et puis si on recule encore un peu, elles étaient à la baisse. En résumé, depuis la fin du baby-boom, il y a 50 ans, le nombre de naissances en France fluctue d'une année à l'autre, avec des périodes où la tendance est plutôt à la baisse, comme depuis 14 ans, là depuis 2010, mais aussi comme dans les années 80 et jusqu'au début des années 90, où elles étaient à la baisse, et puis des tendances où elles sont à la hausse, comme dans la deuxième moitié des années 90 et les années 2000. Et donc, la question, c'est est-ce que la tendance à la baisse depuis quelques années va se poursuivre ou est-ce qu'elle pourrait s'arrêter et puis être suivie par une tendance à la hausse? Ça voudrait dire qu'on est toujours dans cette période de fluctuation avec des tendances à la hausse, tendances à la baisse, mais les femmes au total en France ayant 2 enfants en moyenne chacune quand elles atteignent 50 ans. C'est ce qui s'est produit jusqu'ici quand on examine le nombre total d'enfants qu'ont mis au monde des femmes qui ont 50 ans. Celles qui ont fêté leur 50e anniversaire l'an passé, en 2024, donc elles sont nées en 1974, l'INSEE nous dit qu'elles ont eu un peu plus de 2 enfants en moyenne chacune. Et donc, ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années, c'est que les femmes ont eu à peu près autant d'enfants que les femmes de la génération de leur mère ou de leur grand-mère, mais qu'elles les ont eus plus tard. Ça, c'est un phénomène majeur, le retard des maternités. Les femmes qui accouchaient il y a 50 ans, elles avaient en moyenne 26 ans et demi en France. Vous alliez dans une maternité, vous demandiez aux femmes quel âge avez-vous? En moyenne, 26 ans et demi. Aujourd'hui, elles en ont 31 ans. Donc c'est un phénomène majeur qui touche pas seulement la France. Et donc, pour l'instant, autant d'enfants que les femmes des générations précédentes, en tout cas depuis la fin du baby-boom, mais nettement plus tard. Alors, on ne sait pas si on est entré dans une nouvelle phase où les femmes en France, dorénavant, auraient moins d'enfants que ces générations précédentes lorsqu'elles atteignent 50 ans. Et donc, on manque de recul pour voir si les femmes qui n'ont, par exemple, que 30 ans, l'INSEE nous dit qu'elles ont déjà eu 0,9 enfants en moyenne chacune. Il leur reste encore quelques années jusqu'à 50 ans. Donc, est-ce qu'elles vont avoir un enfant en plus, ce qui les rapprocherait des générations précédentes, ou est-ce qu'elles vont en avoir moins et du coup, ça serait moins d'enfants au total pour les générations qui viennent? On ne le sait pas encore. Okay. Affaire à suivre. Donc. Edith Vallée, vous ne vouliez pas d'enfants? Non, je ne voulais pas d'enfants. C'est un choix que j'ai fait après les années 68. Et vous voulez mon histoire ou... C'était un choix personnel, c'était une conviction intime, c'était un choix politique. Qu'est-ce que c'était? C'est à la fois le fruit de, comme vous l'avez dit, de
d'un accès à l'enseignement et puis des moyens contraceptifs enfin fiables, mais c'est un choix, tout cela a fait un choix éminemment politique, et dans les éléments qui comptent, il y a effectivement l'enseignement et les moyens, mais il y a la volonté des femmes de prendre en main leur destin, leur vie. Et voilà, et j'ai étudié toute cette question de pourquoi. Oui, parce que j'étais moi-même perplexe devant, devant mon propre choix. C'était bizarre dans les années 70 de faire un tel choix. Et j'ai voulu ne pas être seule avec ce choix et rencontrer d'autres femmes. Et c'est pour ça que j'ai conduit une recherche en psychologie clinique. Et le sujet de ma thèse était celui-ci, le choix de non-maternité. Alors, je peux développer et dire que j'ai identifié 3 grands courants dans la décision de ne pas faire d'enfants. Certaines disent que il y a un courant qui est dans l'union. L'union, c'est dire je suis heureuse avec ce que j'aime. Et ce que j'aime, ou qui j'aime, c'est un amoureux, une amoureuse, ou une recherche. Beaucoup de femmes qui font une recherche spirituelle ou intellectuelle ou artistique portent en elles cette recherche. Et ça les comble un peu comme une grossesse qui durera toute la vie, puisque la recherche, son objectif, c'est d'aller toujours plus loin. Il y a encore les femmes qui sont dans l'action, et elles sont des femmes passionnées qui disent j'ai une jouissance formidable à faire ce que je fais, et je donne plus de vie à la vie. Et il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de place pour un enfant dans cette vie extrêmement active. C'est le cas de journalistes, par exemple, qui sont toujours à l'affût d'informations nouvelles, ou bien de femmes d'entreprise qui se lancent des enjeux. Et puis, 3e courant, la rupture. La rupture, alors il y en a 2. Première rupture, c'est je ne veux pas continuer avec les générations qui m'ont précédée et puis transmettre un mal-être. Donc, ce sont des femmes qui ont pu avoir une enfance malheureuse. Ça a été les premières à s'exprimer dans les années 70, parce que c'était une délivrance de pouvoir se dire qu'on pouvait échapper à la maternité, à l'injonction de la maternité. Et puis, la 2e rupture, c'est des femmes qui disent, et des hommes qui disent, je ne veux pas prolonger ce monde fait d'exactions, de violences, et qui se rajoute maintenant la préoccupation écologique extrêmement importante. Voilà. Et ces deux courants de rupture rejoignent finalement l'union. Et là, ce sont des femmes qui vont plutôt vers le soin aux autres, le care, et les autres, celles qui ne veulent pas prolonger le monde tel quel, elles sont militantes, évidemment. Ça fait beaucoup réagir, en tout cas, dans le chat, les personnes qui nous suivent et qui nous regardent. Il y a beaucoup la question de l'argent, des moyens financiers pour avoir un enfant. On vit dans un monde capitaliste, qui veut nous faire avoir des enfants. Je ne vais pas envoyer mes enfants à la 3e guerre mondiale, moins d'enfants, comme si on n'était pas assez nombreux sur Terre. Il y a moins d'enfants parce que les gens n'ont pas d'argent. Voilà tout ce que je peux vous dire là. À une époque où les salaires ne permettent pas d'être propriétaires, où les gens survivent, faire des enfants, c'est presque criminel. Qu'est-ce que ça vous inspire par exemple, Julien Damon, on voit beaucoup cette question des moyens pour avoir un enfant qui a l'air en tout cas de ressortir dans le chat. Du chat et puis d'autres discussions, bien sûr, il y a les questions de possibilités matérielles que d'accueillir un enfant. Il y a même quelqu'un qui a déjà évoqué le thème du logement. Si vous n'avez pas un sou, oui, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Maintenant, c'est pondéré par une politique familiale qui est plus ou moins généreuse. On pourrait entrer dans le détail de ces composantes.
Il y a le sujet de la Troisième Guerre mondiale qui est évoqué, mais j'aimerais préciser que ce sujet de la Troisième Guerre mondiale, il est à l'ordre du jour depuis que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée. On met souvent en avant les événements géopolitiques et on est préoccupé par les plus récents. Mais je rappelle qu'il y a eu des périodes, peut-être les plus anciens qui nous regardent le savent, où on s'est beaucoup inquiété de la guerre nucléaire, de conflits très graves pour les jeunes gens. La France était même engagée dans des conflits très préoccupants. Donc ce n'est pas une explication générale. Quant au sujet environnemental, qui est bien plus prononcé aujourd'hui, c'est pas la première fois dans l'humanité et dans les années récentes, dans les décennies récentes, qu'on se préoccupe de pollution. Ce que je pense, c'est que sur ces affaires de démographie et d'explication des phénomènes démographiques, chacun avance avec son idéologie et son point de vue au regard des problèmes qu'il connaît, qu'il vit ou dont il pense qu'ils sont fondamentaux. Il n'y a pas une explication unique, c'est vraiment un composé de points de vue qui peut expliquer ce pourquoi il y a arrivé au monde d'enfants. Et je précise un point très important, c'est que la naissance ou l'arrivée d'un enfant, une naissance, est un événement éminemment intime, privé. Mais la natalité, c'est un événement collectif, c'est un phénomène collectif. Et c'est une préoccupation du côté des politiques publiques de savoir si oui ou non on peut équilibrer, par exemple, le financement des régimes sociaux. Donc, je termine, puisqu'il faut aller vite. On peut... non, mais on a le temps, mais il est bon de pouvoir avoir une discussion. On peut tout à fait, et je crois que c'est la liberté de chacun, considérer que ce serait criminel que d'avoir des enfants. Je pense, moi, que si personne ne faisait d'enfants, ce serait criminel pour tout le monde. Voilà. Vous voulez réagir, Gilles Pison? Il y a une question d'ailleurs, enfin, en tout cas une réaction de Nawal dans le chat. Est-ce que toutes les femmes doivent être mères, entre guillemets? Je ne pense pas. I don't think so, dit Nawal. Alors, quand je donne des conférences qui m'arrivent, j'ai assez souvent des questions posées par des jeunes dans l'assistance, donc qui n'ont pas eu encore d'enfants, qui réfléchissent à leur avenir. Et certains me disent, j'aimerais bien avoir des enfants, mais vu l'état de la planète, je me rends compte que si j'en mets un au monde, ou plusieurs, je vais contribuer encore plus au dérèglement climatique. Et donc, je pense que je vais m'abstenir. Et ils disent cela comme... cette action de ne pas avoir l'enfant qu'ils souhaitent, c'est ce qu'ils peuvent faire de mieux pour contribuer à... C'est vrai? Alors, c'est une vraie question. En tout cas, je sens que une partie des jeunes générations qui n'ont pas encore fait leur vie sont angoissées par cette idée-là. Une partie aimerait bien avoir des enfants, mais à l'avance, ils se culpabilisent si jamais ils passent à l'acte. Alors moi, qu'est-ce que je leur réponds? Je leur dis, on est un peu plus de 8 milliards sur la planète. Et la population mondiale continue d'augmenter, de plus en plus lentement, mais on devrait être autour de 10 milliards, un peu plus, un peu moins, à la fin du siècle. Et à ce moment-là, la population n'augmenterait plus, peut-être qu'elle diminuerait. Mais si le climat se détériore, se réchauffe, si les ressources sont en voie d'épuisement, si la biodiversité se dégrade, est-ce que c'est parce qu'on serait trop nombreux? Non, ce n'est pas le nombre, c'est la façon dont nous vivons. Et imaginez, par un coup de baguette magique, qu'on soit qu'1 milliard sur la planète. Mais que ce milliard y vive sur le mode de vie des pays riches dont nous faisons partie, eh bien, le problème resterait entier, celui du réchauffement climatique, de l'épuisement des ressources, parce que le gros du réchauffement climatique, jusqu'ici, il est venu de l'activité de cette minorité de 1 milliard qui vivent dans les pays riches. Par ailleurs, on n'empêchera pas la population de continuer à augmenter légèrement. C'est exclu d'arrêter la croissance démographique tout de suite, voire d'être moins nombreux tout de suite. Et donc, pour aller plus vite, la réponse que je leur fais, si vous ne voulez pas d'enfants, n'en faites pas.
Si vous en Bonne voulez, idée. eh ben, Ça vous faites-en, plaît Edith mais le nombre que vous souhaitez. Si vous en souhaitez 3, 4, allez-y. Mais faites en sorte de les éduquer pour qu'ils aient un mode de vie durable. Hein, et émetteur de moins de CO2, respectueux de l'environnement, de la biodiversité. Et vous-même, mettez-y vous tout de suite. Mettez-vous-y tout de suite. La question, ce n'est pas le nombre que nous sommes, c'est la façon dont nous vivons. Et donc, il faut que les jeunes générations qui n'ont pas encore fait leur vie se déculpabilisent pour ceux qui souhaitent avoir des enfants et comprennent bien que ce n'est pas le nombre qui est important, c'est la façon dont nous vivons. Et nous pouvons et nous devons changer nos modes de vie collectivement. En revanche, on doit laisser la liberté à tout un chacun de ne pas avoir d'enfants ou d'en avoir. Ça relève d'un choix individuel. Alors après, l'État peut avoir des objectifs, peut souhaiter augmenter les naissances ou, dans l'autre sens, les diminuer. On pourra y revenir, mais quand les États souhaitent, si vous voulez, avoir cette action, en général, les moyens d'action sont très limités. Et quand il y a des effets, à supposer qu'il y en ait, ils sont extrêmement modestes. On pourra y revenir. On va y revenir. Je veux juste revenir sur une question de Nawal, enfin une réflexion dans le chat. Souvent, le jugement est sur la femme dans cette décision, Edith Vallée. On pose moins systématiquement la question à un homme. Oui, c'est une chose extrêmement importante, vous avez raison. Et je vais m'arrêter sur le terme raison. Vous avez cité tout à l'heure, on a cité la raison de l'argent. Hein, c'est une vraie raison. Et puis après, il y a eu la raison de l'équilibre écologique. Et ce sont des raisons. Et les hommes sont, quand ils justifient de leur choix de non-paternité, ils avancent des raisons. Les femmes aussi avancent des raisons. Mais moi, ce que je crois, c'est que, en fait, j'espère que ces personnes, ces jeunes-là dont vous parlez, qui hésitent et qui se culpabilisent même, enfin, c'est sérieux, autour de leur souhait de parentalité, j'espère qu'ils ne se sacrifient pas. C'est terrible de se sacrifier pour ça, parce que on sait très bien que des femmes sont vraiment, et des hommes sont vraiment comblés par la maternité et la paternité. Il ne faut surtout pas s'empêcher de ça. Et je suis complètement d'accord de réfléchir à la mise au monde, certes, mais surtout, en effet, à comment on vit pour élever correctement ses enfants. Je pense que l'urgence, l'urgence, c'est de changer de mode de vie. On est en train d'aller dans le mur avec notre façon de coordonner la croissance économique à la consommation. Ça ne va pas. Il faut effectivement croiser ces données-là et à l'évidence, il faut aménager son mode de vie différemment en étant attentif aux éléments carbone et en limitant ses voyages, enfin, et en se rendant compte que la vie est rudement intéressante et c'est pas forcément dans la consommation qu'on trouve à s'épanouir. Il y a Django qui réagit dans le chat. Non, mais c'est pas nous qui décidons d'avoir un mode de vie durable. Alors là, ça vous étonne. Qui décide alors pour Django, il se fait savoir par qui? Il faut lui envoyer le mot. Mais est-ce qu'il prend les transports en commun ou il prend sa voiture s'il en a une? Est-ce que quand il a un week-end, il prend l'avion pour aller aux Seychelles ou est-ce qu'il se contente de ce qu'il y a autour? Est-ce qu'il accepte les sacs en plastique quand on les lui propose? Non. Est-ce qu'on fait son marché avec des poches en papier pour refuser le plastique? Je veux dire qu'on est essentiel. Si tout le monde refusait les poches en plastique, il n'y aurait plus d'îles de plastique au milieu des continents. Cela dit, il a raison.
d'évoquer le rôle de l'État et de Voilà, la le rôle de l'État, je collectivité, pense que parce c'était qu'on est c'était contraint, ce qu'il voulait tout dire. un chacun, par l'offre, les conditions de vie qui sont proposées par la collectivité. Mais si chacun ne saisit pas le défi et lui-même ne change pas certains comportements, avec l'État aussi qui vient avec de nouvelles lois, avec des règlements, eh bien, organiser ça collectivement, on ne va pas y arriver, on va continuer à aller dans le mur. Oui, mais je pense que, en fait, la révolution, elle peut tout à fait partir justement du peuple, de nous. Et on pourrait lancer des campagnes à partir de telle date, on n'accepte aucune poche en plastique, aucune bouteille en plastique. On refuse ça. Je veux dire que on pourrait se mobiliser sur des points comme ça, et ça ferait réfléchir les fabricants de poches en plastique. Il y a une réaction de Forest, on peut à notre échelle, de manière extrêmement limitée par rapport à ce que les entreprises et les millionnaires décident de faire. Les petits gestes ont des limites et sont à mettre en contexte. Oui, mais alors on a aussi notre bulletin de vote. Et on peut peut-être voter pour les partis, les organisations qui sont plus actives dans le sens d'un mode de vie durable que d'autres. Et peut-être un mot pour le raccrocher à notre sujet, oui. Puisque là on parle d'éco-anxiété, de politique environnementale. Je crois qu'il y a deux manières de légitimer pour des jeunes le fait de ne pas vouloir d'enfants ou de dire ne pas vouloir d'enfants au regard des contraintes environnementales. La première, c'est en effet de dire si je fais un enfant, il va contribuer au malheur du monde. Mais ceci a été bien pondéré par Gilles Pinson lorsqu'il dit ça dépendra de son mode de vie. Donc c'est pas du tout un bon argument que de dire je vais pas faire d'enfants parce que si je fais des enfants, ça va être une catastrophe pour la nature. Et il y a une deuxième voie pour légitimer, pour soutenir cet argument, je ne veux pas d'enfant, c'est que je ne veux pas que mon enfant vive dans des conditions terribles. Ça, c'est beaucoup plus audible, c'est beaucoup plus logique et c'est plus difficile à contrecarrer. Mais l'argument général qui est de dire on fait pas d'enfants parce que c'est une catastrophe pour l'environnement, c'est un triste regard sur l'humanité aussi, parce que les enfants qui arrivent peuvent aussi être les jeunes qui vont innover dans les modes de vie ou dans les solutions techniques afin de remédier à la crise environnementale. Si je peux rajouter quelque chose sur ce sujet-là, en interrogeant les femmes, je me suis plus occupée des femmes qui faisaient le choix de non-maternité que des hommes, je me suis rendu compte que l'argument écologique n'était pas du tout premier. Et que, en réalité, ces personnes se sentaient attirées, avaient une inclination personnelle vers une réalisation d'elles-mêmes autre. Et en effet, elles venaient, l'argument écologique qui pourtant était mis en premier, si vous voulez, c'est une justification, c'est aussi une déculpabilisation par rapport à ce choix qui est toujours mal perçu, qui est perçu comme un petit peu monstrueux encore, alors qu'il s'agit tout simplement d'une inclination personnelle. Et bon, on peut aller plus loin et argumenter sur le plan psychanalytique, mais on pourra le faire si vous voulez un peu plus tard. Je pense que cet argument écologique vient comme une cerise sur un ensemble, sur un élan personnel de liberté et de déploiement de soi à sa façon. Emmanuel Macron nous parlait l'année dernière de réarmement démographique. Qu'est-ce que ça veut dire réarmer Pourquoi est-ce qu'il veut réarmer démographiquement la France, Gilles Pizon et Emmanuel Macron? Alors, j'utilise pas de vocabulaire et Je le d'expression militaire. Je ne crois pas que ça soit adapté. D'autre part, les déclarations d'Emmanuel Macron, il y a un peu plus d'un an, c'était cette occasion-là, ont jeté un peu la confusion, ou ont rajouté de la confusion, puisque dans le même propos, il proposait, pour remédier à ce qu'il appelait, ce que vous avez appelé là, je n'utilise pas du tout ce terme, je ne vous l'utiliserai pas. Il fallait alors jouer sur, alors
disait, hein, les congés parentaux, et il proposait, mais quelque chose qui était proposé par les spécialistes de la question des politiques familiales depuis longtemps, c'est de mieux rémunérer en France les congés parentaux. Pas forcément les allonger, mais mieux les rémunérer, comme c'est le cas dans les pays du nord de l'Europe, parce que pour l'instant en France, ils sont mal rémunérés, et c'est toujours le cas, donc ça n'a pas changé, malheureusement. Et puis, deuxième point, deuxième programme, lutter contre l'infertilité. Le fait que certaines personnes, certains hommes, certaines femmes ont des difficultés à concevoir. Présentons ça comme une méthode pour faire remonter les naissances. Alors là, il faut se poser en faux. La baisse des naissances et de la fécondité, le nombre d'enfants que les femmes, les hommes mettent au monde, hein, n'a rien à voir avec l'infertilité. Si les femmes en Corée du Sud ont 0,7 enfants en moyenne chacune, c'est le chiffre de ces dernières années, c'est le pays où la fécondité est la plus basse, alors qu'en France, le chiffre pour 2024, c'est 1,6 enfants par femme, mais en Israël, c'est près de 3 enfants par femme, hein, les Israéliennes. C'est pas parce que les Coréennes du Sud et les Coréens sont frappés d'un niveau élevé d'infertilité, alors que en Israël, il n'y a aucun problème, et puis en France, ça serait moyen. La baisse des naissances en France depuis 14 ans, la baisse qu'on observe aussi dans les autres pays, ça vient pas tout d'un coup d'une une montée de l'infertilité. Les fluctuations des naissances d'une période à l'autre n'ont rien à voir avec l'infertilité. Et donc c'est regrettable que au plus haut niveau de l'État, on ait créé une confusion sur les facteurs qui sont derrière ces évolutions des naissances et proposer des solutions, en tout cas celle-là, la lutte contre la fertilité. Bon, il y a des personnes, il y a des couples qui ont des difficultés pour concevoir, et on peut tout à fait admettre qu'on puisse améliorer les traitements, la prise en charge de ces couples pour qu'ils arrivent à avoir un enfant, l'enfant qu'ils souhaitent. Mais c'est d'abord une minorité, et puis ça va pas faire augmenter les naissances si on améliore ces traitements. Et donc, c'est dommage qu'au plus haut niveau de l'État, on ait créé une confusion. Alors, la première mesure, mieux rémunérer les congés parentaux, c'est dommage, mais elle n'est toujours pas mise en place. On pourra en discuter. Qu'est-ce que l'État pourrait faire pour aider les familles qui ont des enfants? C'est un sujet important. Oui, Julien va en parler, il connaît bien. C'était une bonne idée puisque les spécialistes recommandaient de mieux rémunérer les congés parentaux en France sans forcément les allonger. Eh bien, allons-y. Sur le réarmement démographique, tout d'abord, on pourrait résumer et aller très vite en disant de toute façon ça a fait pchit, il ne s'est rien passé. Donc comme ça, il n'y a eu rien de mis en œuvre au regard de ce premier élément qui consistait à augmenter l'indemnisation du congé parental et en réduire un peu la durée. Et deuxième chose, du grand plan de lutte contre l'infertilité qui était annoncé et qui a pu faire débat, il n'est rien sorti. Ceci dit, quelques mots de pondération. Le terme a fait l'objet d'une bagarre générale, sémantique, et très peu sur le contenu des politiques qui étaient évoquées. Deuxième chose, je vais aller regarder. On prend tous les présidents de la Ve République, tous ceux de la 4e, enfin on pourrait aller jusqu'à Vercingétorix, mais j'exagère là. Prenez tous ceux de la Ve République, ils ont au moins eu... ils ont eu des propos au moins aussi martiaux sur le sujet de la natalité. Parce qu'il y a un lien français entre ce thème de la démographie et le thème militaire. Si on a commencé à faire des politiques familiales avec des prestations financières pour les jeunes parents, c'est parce qu'on voulait taper sur les Allemands. Voilà, on voulait faire de jeunes soldats
et de jeunes mamans pour faire des soldats. Donc tout récemment, le président Macron en a pris plein la figure. Certains considèrent que c'est bien fait pour lui, d'autres estiment que la polémique est un peu exagérée, mais je pense qu'au-delà de ces bagarres sur le terme, ce qui se passe, c'est que sur un an, puisque c'est à peu près exactement il y a un an qu'il a fait ces déclarations, il ne s'est rien passé en matière de politique familiale. Ce alors que, tout en ayant à l'esprit qu'il faut permettre aux gens d'avoir autant d'enfants qu'ils le souhaitent. S'ils n'en souhaitent pas, c'est très bien, c'est leur liberté. S'ils souhaitent en avoir, les politiques publiques doivent faire que, au mieux, ils puissent vivre de façon à avoir ces enfants. Et si on doit faire quelque chose en la matière, le plus efficace, sachant, et Gilles Pinson l'a dit, que de toute façon, il ne faut pas rêver de l'effet des politiques publiques en la matière. C'est d'ailleurs pas en augmentant les dépenses que mécaniquement on a des enfants en plus. En augmentant les dépenses publiques que l'on a individuellement des enfants en plus. C'est en permettant aux hommes et aux femmes, et principalement aux femmes, de concilier leur vie professionnelle et leur responsabilité familiale. On peut le faire en termes relativement techniques. Jusqu'aux années 80, il y avait une corrélation négative entre les taux d'emploi des femmes et les taux de fécondité. En plus clair, plus les femmes travaillaient, moins elles avaient d'enfants. Dans la zone des pays riches, la zone OCDE. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est là où il est le plus aisé, même si cela reste compliqué en France, à bien des titres, de pouvoir travailler et d'avoir des enfants, que les taux de fécondité sont les plus élevés. Donc, pour ce faire, la voie la plus efficace, c'est les modes d'accueil pour les petits-enfants qui existent. Il y a des investissements, il y a des efforts qui ont été faits, des progrès qui ont été réalisés, mais parallèlement aux progrès qui étaient réalisés dans l'offre en assistante maternelle ou en crèche, progressait l'aspiration des hommes et des femmes à pouvoir également travailler lorsqu'ils avaient des enfants. Donc, en français clair, s'il y a quelque chose à faire en matière de fécondité, il y a plein de pistes possibles, mais le point clé, c'est de permettre à tous les parents d'avoir la garantie de trouver un mode de garde de qualité pour eux, pour pouvoir continuer à exercer les activités qu'ils souhaitent exercer à côté de leur responsabilité parentale, et de qualité pour l'enfant, parce que le destinataire de la politique publique, de la politique familiale, c'est de plus en plus l'enfant lui-même plutôt que ses seuls parents. Moi, je voudrais Edith rebondir, oui, sur la Corée du Sud, parce que, oui, je ne savais pas ce chiffre si faible de fécondité en Corée du Sud. Eh bien, c'est là que s'est levé un mouvement féministe des plus radicaux. Elles ont, alors si je me souviens bien, c'est le mouvement des 4 B, alors en coréen. Ça veut en coréen, ça veut dire pas de relation hétérosexuelle, pas d'enfants, pas de mariage et même pas de date, de rendez-vous de séduction. Voilà. Alors pourquoi Ça rigole pas beaucoup. Oh, qui sait? Vous savez, les femmes entre elles savent très bien s'amuser aussi. Pas de date hétérosexuelle, auriez dû vous préciser alors. Je sais pas, oui, mais sûrement. Et donc c'est voilà. Et donc c'est dans ce pays-là qui a fait naître ce mouvement tellement radical que la fécondité est aussi bas. Et si ces femmes se sont réunies et revendiquent à ce point leur refus finalement de participation à la société telle qu'elle est, c'est parce qu'elles n'en peuvent plus de la misogynie ambiante. Elles n'en peuvent plus. Et il y a un critère dont on ne parle pas, qui est celui du respect des femmes et de leur liberté à choisir leur vie. Alors, on parle effectivement, on a mis en avant l'argent, l'écologie. L'écologie, oui, effectivement. Mais il y a un autre phénomène actuellement en Corée, en France et dans le monde, qui est la prise de conscience d'une domination masculine insupportable. Et il faut que ça cesse. Et je veux voir, parce que c'est pas du tout de même intensité en Corée et au Japon, qui ont à peu près les mêmes taux de fécondité, et en France. On est souvent convaincu en France que l'on vit un enfer, on vit un paradis
au moins sur le plan des relations hommes-femmes, par rapport à ces deux pays extrêmement conservateurs, où pour une femme, en effet, se marier, qui est le préalable pour avoir des enfants dans ces pays, est une catastrophe sociale. Oui. Alors, il faut savoir que dans tous ces pays, la Gilles. Corée, la France, les autres pays européens, quand on fait des enquêtes où on interroge un échantillon aléatoire de la population et on demande aux personnes est-ce que vous souhaitez avoir un enfant alors, notamment les personnes qui n'en ont pas encore. Ben, ces enquêtes montrent que la grande majorité des personnes déclarent souhaiter avoir un enfant un jour au cours de leur vie. Alors, ça a l'air un petit peu contradictoire avec ce qu'on entend, mais c'est vrai aussi en Corée. Et donc, si la fécondité varie d'un pays à l'autre, parmi les pays avancés, et qu'elle est plus élevée dans certains et plus faible dans d'autres, alors en Europe, c'est la France, on l'a rappelé tout à l'heure, qui est le pays le plus fécond, et vous avez... dans les pays les moins féconds, ben, vous avez l'Italie, l'Espagne, mais aussi certains pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne, les pays baltes, où la fécondité, ces dernières années, s'approche de 1 enfant par femme, se rapproche des niveaux. Eh bien, tous ces pays ont des politiques familiales, qu'a rappelé Julien Damon, qui cherchent notamment à favoriser la conciliation entre le travail et la famille, notamment pour les femmes. Et on s'aperçoit que ceux où la fécondité est la plus faible, ben, c'est ceux où, malgré ces politiques, ben, les salaires des femmes pour un même travail sont plus faibles que ceux des hommes. Elles accèdent moins souvent aux responsabilités. Donc, il y a toujours des inégalités importantes entre hommes et femmes au travail. Même dans la Et répartition puis, des tâches à on la maison. s'aperçoit exactement, c'est ce que j'allais dire, C'est ce que qui est- le Forrest partage dit dans des le chat. tâches à la maison reste inégal. Et eh bien, les jeunes femmes qui font autant d'études, sinon plus que les hommes, qui sont presque plus diplômées que les hommes, dans ces pays dont on a parlé, en Corée, mais aussi en Europe, eh bien, elles ne voient pas pourquoi, si elles se mettent en couple, si elles se marient, et puis si elles ont un enfant, eh bien, ça serait à elles d'arrêter de travailler pour s'occuper de l'enfant en restant à la maison. Et donc, dans les pays où la conciliation entre le travail et la famille et aussi les inégalités entre hommes et femmes de statut sont encore importantes, eh bien, une partie d'entre elles renoncent à mettre au monde un enfant, pas tellement parce qu'elles n'en souhaitent pas, mais qu'elles savent que ça va vouloir dire arrêter de travailler, avoir une vie de femme à la maison comme celle de leur mère ou de leur grand-mère, ce dont elles ne veulent pas. Donc, elles repoussent à plus tard le moment d'avoir un enfant, et même elles repoussent à plus tard l'idée de se mettre en couple ou de se marier, parce que dans ces pays, eh bien, ça forme un tout. Si vous mettez le doigt, si vous nouez une relation avec un homme, si ça se stabilise, vous savez que vous allez avoir l'ensemble. Le mariage, l'enfant qui va venir, et puis vous allez être obligé de rester à la maison. Et du coup, une partie des jeunes femmes dans ces générations préfèrent ne pas rentrer du tout dans le mécanisme, ce qui explique ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, et c'est vrai qu'à ce Edith moment-là, on n'est pas obligé de saisir le problème sous un angle de rejet. Mais c'est que ces femmes se sont rendues compte qu'elles avaient une aspiration plus grande à la liberté, à se déployer à travers ce que leur procurait justement la qualité de leur enseignement. Et elles font ce choix parce qu'elles en ont envie. Peut-être elles rejettent forcément ce qui les contraindrait, mais elles ont encore plus envie. C'est ça, il faut insister sur le fait qu'il s'agit bien d'une réalisation de soi tout à fait positive, qui n'est pas en rejet, qui n'est pas fondée que sur du rejet. Elles ont envie de liberté. C'est ce que dit Et Nawel. d'être qui elles sont. Oui, mais ce faisant, dans les conditions actuelles, elles font une croix sur leur souhait de maternité pour une partie d'entre elles, alors que dans d'autres pays, c'est plus facile, même si c'est pas facile nulle part, de
arriver à concilier le fait d'avoir des enfants et puis de continuer à travailler. Et un des nerfs, si vous voulez, pour l'avenir, hein, et les pays où les naissances vont pouvoir se maintenir, ça sera principalement des pays qui auront progressé dans l'égalité entre hommes et femmes, mais à tous les niveaux, et où non seulement au travail, elles seront les égales des hommes, mais à la maison, le partage des tâches entre hommes et femmes sera plus équilibré. Les hommes, les pères, s'occuperont des enfants autant que les mères. Ils iront les chercher à l'école, ils prépareront les repas et tout ça. Alors, on dira ça progresse, mais les enquêtes montrent que ça progresse très lentement. Une suggestion de Volca dans le chat. Je pense qu'il faudrait un travail par famille, chacun ayant le choix, voire faire des rotations, comme ça il y a toujours un parent à la maison. Bon voilà, je ne sais pas si c'est très réaliste. Pourquoi pas, mais ça va être compliqué à organiser. Ouais. Ça peut être compliqué, mais Julien, dans votre ouvrage La bataille de la natalité, vous appelez l'État à faire preuve d'inventivité. Oui, parce que Mais comment on a souvent une vision dans le débat public, même le débat public informé, au sujet de la natalité. Donc, mettons de côté les affaires très sérieuses qu'on évoque, de soucis des uns et des autres, mais du côté des politiques publiques, le grand truc, c'est de se dire ah bah flûte, je vais pas pouvoir payer les retraites, pas pouvoir payer l'assurance maladie, il faut plus de bébés, donc comment je fais? Hop, j'augmente les dépenses publiques, j'augmente les allocations familiales, j'augmente les réductions d'impôts, et je me bagarre avec des outils dont les fondements datent pas de Mathusalem, mais précisément de l'après-guerre, et qui sont façonnés un peu pour les familles de l'après-guerre, avec Monsieur Gagne-Pain et Madame au foyer. Donc je pense qu'en effet, il faut innover. De façon technique, il n'y a pas d'allocation familiale au premier enfant en France. C'est le seul pays en Europe où il n'y a pas d'allocation familiale au premier enfant. Ça commence à partir du deuxième, il y en a encore plus au troisième. Donc je plaide pour, je peux être très long et très ennuyeux là-dessus, réviser le système sans que ceci coûte beaucoup plus cher, afin que chaque enfant, le premier, le deuxième, le troisième et les suivants, s'il y en a, rapportent la même chose en allocation familiale. C'est pas très inventif tout cela. Il y a un truc qui est plus marrant, je trouve, et qu'on oublie, qui est assez important. Je me rappelle avoir regardé les gros traités bleus que publiaient l'INED et les presses universitaires de France, les traités de démographie. Le premier chapitre porte sur la rencontre. La Pour rencontre. pouvoir faire des enfants, il faut se rencontrer. Et on demande aux gens pourquoi n'ont-ils pas d'enfants alors qu'ils en souhaitent. Il y a des petites enquêtes ponctuelles qui sont faites là-dessus. Il y a 1000 raisons qui sont avancées, comme on en a déjà parlé, des raisons très générales. Bon, j'ai pas de sous, j'ai peur pour l'avenir, les questions d'éco-anxiété, puis il y a des questions sur lesquelles les politiques publiques ont davantage de prise immédiate, en tout cas dont on peut se soucier. D'abord, il y a ce sujet des modes de garde. Les gens qui vous disent, moi, si j'ai un enfant, je vais perdre un boulot. Donc là, je ne suis pas forcément très inventif, mais assez clair pour dire que s'il y a un accent important à bien vouloir mettre en matière de politique publique, c'est bien pour que tous les parents, tous les futurs parents puissent avoir un mode de garde. Après, il y a un autre sujet qui est plus rigolo, et à la fois rigolo et sérieux, c'est que parmi les gens qui vous disent j'ai pas d'enfant, la raison qu'ils avancent en premier, c'est qu'ils disent j'ai pas de conjoint. Voilà. J'ai pas trouvé la personne idéale. J'ai pas trouvé la personne idéale, j'ai pas trouvé l'âme sœur, etc., etc. Je rappelle que 25% des familles sont des familles monoparentales aussi. C'est des personnes qui sont à la tête de cellules familiales compliquées, avec des femmes très souvent. Nombre d'entre elles, d'ailleurs, ne souhaitent absolument pas une nouvelle aventure, une nouvelle histoire. Mais une autre partie, elle serait tout à fait ravie de pouvoir recommencer une aventure et pourquoi pas avoir un enfant. Et en France, où 10% des familles sont des familles recomposées, dans un couple recomposé sur deux, vous avez un enfant qui apparaît. Donc moi, je plaide pour soutenir les recompositions familiales, je plaide pour aider les familles monoparentales qui le souhaitent à se recomposer, et je plaide pour que les politiques publiques permettent aux gens qui le souhaitent de se rencontrer. Alors là, feu d'artifice de gag, du point de vue de ceux qui considèrent que ceci n'est pas sérieux, mais je peux le dire, il faut que les villes, les caisses d'allocation familiale organisent des bals, des boîtes de nuit, des bars, etc. etc. Vous avez salué quelque chose d'ailleurs dans un de vos derniers tweets. Ouais. Vous avez salué la démarche de la thèse de Buche sur le bal. Exactement, il faut un bal des célibataires. Très bien. La mairie fait un bal des célibataires. Eh bien, très bien. Ça paraît un peu ringard, tout ce qu'on veut, mais non. Bah oui, ça permet aux gens de se rencontrer. Des choses aussi qui paraissent un peu ridicules, mais qui sont sérieuses. Les réseaux sociaux, qui sont désormais le premier, alors dans la hiérarchie des possibilités, mais le premier élément qui permet aux gens de se rencontrer. Alors, il y a ces réseaux sociaux spécialisés, il y a le fait qu'on se rencontre par Snapchat ou par Telegram ou par ce que vous voudrez. Les applications de rencontre. Oui, alors les applications de rencontre. Alors, le truc, c'est que tout le monde en parle, mais il y a plein de gens qui, un, ne savent pas les utiliser, et deux, craignent de les utiliser. Donc moi, je plaide pour que, par exemple, les caisses d'allocation familiale expliquent aux gens qui le souhaitent comment cela fonctionne,
payent leur abonnement si nécessaire, mais vraiment, vraiment, vraiment. Alors, ça coûterait pas des fortunes, c'est tout à fait secondaire, marginal par rapport à mon sujet de crèche et d'assistante maternelle, mais si on veut innover et si on veut aussi une politique familiale plus souriante, il faut regarder des choses de ce type. Ça laisse quoi en général? J'allais dire, qu'est-ce que vous en pensez du duel? Si vous aviez eu des sites de rencontres, non mais je rigole avec ça, mais ça ne change pas les fondamentaux. Mais pour des gens qui souhaitent avoir un conjoint, il faut les aider. Et moi, je pense aussi qu'il faut éduquer tout le monde au respect réciproque. Et pourquoi pas aussi, quand deux personnes se plaisent dans la rue, se croiser, ça arrive souvent, se croiser, se sourire, et puis soit on en reste là, ou soit c'est des injures et du harcèlement. Mais Oui. pourquoi on pourrait inventer quand même des rapports sociaux plus libres, où on se plaît, et puis on peut aller voir si c'est possible, si c'est pas possible, mais gentiment. Pourquoi faut-il harceler? Pourquoi? Tous nous Ça- le déplorons. Hein. Oui, bien sûr. C'est un petit peu soulevé dans le chat. En gros, pour faciliter les naissances, il faut renouer avec les canaux du patriarcat, demande Renard Social. Mais j'imagine, voilà, il sous-entend soirée, les soirées, enfin, voilà, dont on pouvait parler, sans forcément faire un bal des célibataires. Les gens ne se voient plus. En vrai, dit Forest, c'est la limite les rencontres, ce serait une bonne idée. Forest, il n'arrête pas de faire des bonnes remarques. Hein. Tout à l'heure, il y en a fait une sur laquelle nous n'avons pas réagi, mais Gilles en a quand même dit un mot. C'est messieurs, encore un effort, parce que c'est vrai qu'il évoquait la sphère domestique. Il y a une égalisation des conditions de vie des hommes et des femmes, même des conditions salariales, c'est encore imparfait. En revanche, dans la sphère du ménage, c'est encore les messieurs, l'affaire du ménage, les gens qui vivent sous le même toit. Et Forest, là, qu'est-ce qu'il nous dit sur l'isolement? Qu'est-ce qu'il a, son deuxième... Pardon, je remonte un tout petit peu. Cela limite les rencontres, ce serait une bonne idée, permettrait aussi de moins être dans la peur de l'autre chez une partie de la population. Du côté des politiques publiques, vous pouvez faire des grands mots. Alors vous faites tout fier, je vais faire du réarmement démographique, et paf, ça plante parce que l'expression ne passe pas. Bien. Vous pouvez faire plus simple et le mettre rien derrière et vous dites, la France souffre de l'isolement. Tout le monde dit, oui, il a raison. Hein. Je vais faire une grande politique de lutte contre l'isolement. Tout le monde applaudit, mange un petit four, et dit, c'est pas idiot. Non, concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien voilà, moi je propose que l'on innove puissamment, de manière rigolote, si vous voulez. On peut relancer Tourner Manège, émission que les jeunes ne connaissent peut-être pas. On peut considérer que l'émission de Madame Lemarchand, L'amour est dans le pré, est une émission de service public. Je dis ça, mais sérieusement, hein, on peut la développer, on peut faire L'amour est dans la ville, parce que nous sommes très majoritairement urbains. Tout ceci, un petit sourire en coin, parce que ça ne changera de toutes les façons, pas la donne, pas la masse. Mais si on veut agir, d'abord, ne pas faire de bêtises et ne pas dépenser n'importe quoi, n'importe comment. Ensuite, trouver les voies et moyens pour que ceux qui souhaitent être heureux en ayant des enfants puissent être heureux en ayant des enfants. Il ne faut pas oublier, dans la manière de se rencontrer aussi, autour de thématiques qui rassemblent, il y a des associations pour tout, dans tous les domaines. Donc, et je pense notamment, on va revenir au centre du sujet, il y a des associations qui luttent qui réfléchissent à des moyens pour lutter contre le dérèglement climatique, et en tout cas pour consommer intelligemment, pour changer nos modes de vie, etc. Je me suis dit quelquefois que à force de faire la guerre entre hommes et femmes, si on se mobilisait tous, mais sérieusement, autour de cette thématique, eh bien, tout le monde y gagnerait. On ferait de belles rencontres, on serait unis par un même projet, et au moins, ça ferait quelque chose pour la planète. Gilles ? Alors, pour revenir aux politiques familiales, avec toute l'imagination qu'on peut avoir, pour à même budget, trouver des formules qui aident aux rencontres, à faciliter pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant, de les avoir, pour qu'elles les élèvent avec le plus de facilité possible. Ça restera toujours,
compliqué parce qu'un enfant, ça coûte, c'est des contraintes, c'est pour la vie. Donc s'engager, c'est un pari. Mais les humains ont toujours fait ça depuis qu'ils existent. Sinon, il n'y aurait plus personne pour en parler. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens continuent à avoir des enfants. Ah oui. Mais oui, vu ce que ça représente comme contrainte et comme coût et comme fatigue. Et donc, il y a une énergie à se reproduire encore. Et donc, peut-être qu'il ne suffirait de pas beaucoup pour la développer, pour qu'elle s'exprime. Mais le point que je voulais mentionner, c'est que quelle que soit la politique d'un État, il ne faut pas se leurrer, elle ne va pas avoir énormément d'effets. Et les meilleurs exemples, c'est en Asie et par exemple en Chine. Vous savez que pendant pas mal de temps, la politique de l'enfant le gouvernement chinois était très inquiet par la croissance rapide de sa population. Et du coup, il a institué en 1979, alors c'était après la mort de Mao, c'était sous Deng Xiaoping, la politique de l'enfant unique. Alors, la fécondité des hommes et des femmes chinois a beaucoup baissé, mais elle avait baissé beaucoup avant. Quand la politique de l'enfant unique a été instituée en 1979, déjà les Chinoises avaient moins de 3 enfants chacune en moyenne, alors que c'était 10 ans auparavant près de 6. Et donc, il ne faut pas attribuer à la politique de l'enfant unique la baisse de la fécondité qui a été très rapide. En fait, les Chinois vivaient mieux, étaient plus instruits, et comme partout sur la planète, quand les conditions de vie s'améliorent, les familles souhaitent avoir moins d'enfants pour pouvoir leur assurer le meilleur dans la vie. On observe ça partout. La population s'est mise à croître de moins en moins vite en Chine. Et en 2015, le gouvernement chinois a supprimé la politique de l'enfant unique. Il était inquiet par le vieillissement démographique rapide de sa population. Et puis en 2021, il a institué la politique de 3 enfants. Donc, revirement à 180 degrés. Ça n'a rien changé dans les tendances. La fécondité a continué à baisser et elle est actuellement de 1 enfant en moyenne par chinoise. Malgré, vous voyez... tous les efforts qui ont été faits par l'État. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas au Conseil des ministres que se décide le taux de fécondité. Ça reste encore le résultat de décisions individuelles. Et puis qu'un gouvernement peut, par sa politique, avoir un effet, mais que si cette politique va dans le sens du souhait des familles. Alors, c'est pas que les Chinois et les Chinoises souhaitent avoir si peu d'enfants, on en revient à la question, la plupart souhaiteraient avoir des enfants, mais avec les conditions de vie en ville, avec des tout petits logements, avec, si vous voulez, un partage des tâches très inégal. Les inégalités entre hommes et femmes sont très importantes en Chine comme en Corée. Eh bien, les Chinoises, elles font comme les Coréennes, elles repoussent à plus tard le moment de se mettre en couple, de se marier et d'avoir des enfants. Et là, pour l'instant, la politique du gouvernement chinois n'a pas prouvé d'efficacité. Ils ont aussi, eux, à être imaginatifs, comme partout sur la planète. On arrive au bout de cette heure de discussion autour de la natalité. Est-ce que, en une phrase, vous pouvez me donner votre mot de la fin à vous, Edith Vallée? Moi, mon idée, ça serait faire un enfant ou pas, c'est pas tellement la question. La question, c'est se choisir. Se choisir, c'est votre mot de la fin. Oui. Julien Damon? En une phrase, pour les politiques publiques, il est beaucoup plus aisé de réduire la fécondité que de l'augmenter. Et Gilles Pizon? Bien, si en France, les femmes ont 1,6 enfants chacune, c'est le chiffre de 2024, c'est en soi pas un problème. On peut vivre avec une fécondité en dessous de 2 enfants par femme. La population pourrait continuer d'augmenter dans les prochaines années. Elle ne va pas diminuer forcément, parce que même s'il y a plus de décès que de naissances à terme,
eh bien, il y a l'apport migratoire qui peut compenser, soit en totalité, soit en partie, cet excédent de décès sur les naissances. Donc, pas de panique si la fécondité se maintient à peu près au niveau d'aujourd'hui et les naissances sont à ce niveau. Eh bien, merci à tous les trois. Merci au chat d'avoir fait vivre aussi la discussion. Merci Volca, merci Renard Social. Merci Forest, merci Nawal d'avoir participé. La semaine prochaine, vous retrouverez Ludo qui sera rentré de vacances. En attendant, si vous voulez, vous pouvez de nouveau regarder notre émission disponible tout à l'heure sur YouTube, en podcast, sur les plateformes et également sur notre site franceinfo.fr. Je crois que la semaine prochaine, on parlera encore un peu de politique. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée à tous.